Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce collectif expert. Aujourd'hui, nous sommes avec Adeline qui va nous parler de gestion de projet. Merci de ta présence, Adeline, et je te laisse te présenter. Alors, attends, parce que du coup, il faut que je retrouve la présentation, mon diaporama. C'est un peu le bazar, tout ça. Oui, Euh, pardon, je t'ai fait déconnecter non, mais c'est ça. ta mise en place et voilà, voilà. J'avais super bien géré pour une fois, et là, tu m'as toute perturbée. Voilà, Pardon, pardon. c'est pas grave. Euh, alors, rapidement, hop là. Moi, je m'appelle Adeline. Je suis chef de projet externalisé et formatrice en gestion de projet. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Moi, j'accompagne les associations pour qu'elles elles structurent et elles mettent en place leurs projets, que ce soit aussi bien d'un point de vue pilotage quand vous avez une idée pour la mettre en œuvre, ou si vous avez besoin d'aide sur la partie opérationnelle, ou de temps en temps sur des choses très ponctuelles quand on a besoin d'un petit coup de main pour prendre de la hauteur et simplifier les choses. Un peu mes trois niveaux d'intervention, et je fais de la formation en gestion de projet, que ça aille de l'initiation pour s'approprier le jargon et les outils à des choses un petit peu plus poussées, parce qu'à chaque fois, l'idée, c'est vrai que moi, je viens du monde de la SS. J'ai été pendant 15 ans chef de projet prévention. Je me rends bien compte qu'aujourd'hui, les enjeux méthodologiques sont les mêmes dans beaucoup de domaines, que la gestion de projet est quand même très adaptée à tout ce qui est informatique et industrie. Sauf que le contexte fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de se structurer, et les outils de la gestion de projet sont des outils assez puissants, même s'il y a besoin d'arriver à se les approprier et de les simplifier, parce qu'on a des versions très simples qui permettent finalement de gagner du temps, de gagner en visibilité et en lisibilité. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à mettre un petit commentaire ou un pouce si vous avez des questions au fur et à mesure. On n'est pas nombreuses. C'est vrai que c'est très féminin aujourd'hui. Donc voilà, l'idée, c'est que ce soit aussi interactif au maximum. Moi, je vais me permettre pour commencer, voilà, si vous pouviez repartir avec une seule chose à la fin de cet atelier, ça serait quoi? En gros, qu'est-ce que vous êtes venu aussi chercher? Voilà, je suis assez curieuse. Mettez dans le chat si vous avez voilà, une idée ou si vous voulez prendre la parole. N'hésitez pas à Mm. partager quelles sont vos attentes. La pépite. Quelle pépite vous souhaitez? Mais peut-être parce qu'on la connaît pas encore, la pépite que tu vas nous partager, Adeline. Exactement. Mais c'est toujours curieux de savoir, tu vois, s'il y a des attentes particulières, de voir si on peut y répondre. Alors, Carole nous Moi, met une méthode utile pour s'organiser. Super. Ouais. moi, je veux bien Elodie? parler plutôt à l'oral, pardon, Ouais, ça sera ça marche. plus simple. Du coup, comme je suis sur le démarrage de mon projet, justement, j'aurais besoin, ça part un peu dans tous les sens, donc heureusement qu'il y a un Sopreneur qui me permet voilà, de tracer, on va dire, m'aider à tracer le chemin. Donc c'est pareil, je serais un petit peu comme Carole, voilà, peut-être une méthode ou, voilà, mais j'avoue, je reste très, très ouverte, hein, je viens aussi par curiosité. Merci, Elodie. Et Bien. Aurélia nous partage un outil pour moins stresser dans la gestion du projet Demain pour elle. Et Marion dit idem, Elodie. Ouais, je crois que globalement, c'est un peu Ouais. les attentes aujourd'hui. Bah, c'est très chouette parce qu'en gros, c'est à ça qu'on va répondre. Ouf. J'ai bien calibré le tout, en sachant que là, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu mes 10 conseils un peu en gestion de projet, qui est un moyen de balayer pas mal de choses et qui font écho à un petit livret quoi, un petit livret, un livret que j'ai écrit, et de toute façon que Chloé vous transmettra, qui me semble être déjà disponible sur Assopreneur. Ah, tu Et devais la pas me faire méthode, un lien? Ou si tu nous avais fait un lien? Je... Attends, il y a eu les vacances là. attends, je vais te le renvoyer. Non, parce qu'il me semble que c'était attaché à ma première intervention sur le collectif d'experts. Ok. Eh ben, je te renvoyerai ça en même temps que Ouais, l'enregistrement. le petit Tu mail. vois? Ok, Ouais. ça marche. Hop, je le mets dans ma liste. Alors, la gestion de projet, en gros, c'est quoi? Alors, en fait, c'est comment on va passer d'une idée à quelque chose qui va être pérenne et inscrit dans le temps. Concrètement, très concrètement, en fait, on va définir ce qu'on veut, comment, avec qui, quand. Et l'idée, c'est d'avoir un petit peu
en gros une recette de cuisine qu'on va pouvoir suivre dans la mise en place du projet. C'est exactement ça. La gestion de projet, le gros avantage, c'est de se dire, on va construire notre recette de cuisine, savoir qu'est-ce qu'on fait, à quel moment, comment. C'est vraiment cuisine pour les nuls, où en plus on va mettre qui s'occupe de quoi et avec quel outil. Alors pourquoi aujourd'hui c'est important d'intégrer un peu plus de gestion de projet dans les actions? On va pas se mentir, on est dans un contexte extrêmement concret, contraint, où il y a de moins en moins de bénévoles, il y a de moins en moins de financement, de plus en plus pour trouver des financements, des appels à projets. Et très souvent, les appels à projets sont jugés sur dossier. Et ce qu'on vous demande dans ces dossiers, c'est purement et simplement de la gestion de projet. Donc, ça peut être important que dès le début, bien structurer ce qu'on veut faire et d'avoir en fait une trame qui va être beaucoup plus simple après à communiquer, à diffuser. La gestion de projet, je pense qu'il faut aussi beaucoup l'aborder comme un outil de communication. Alors, pas sur la forme, hein, je ne vais pas vous apprendre à faire du LinkedIn, ce genre de choses, mais sur le fond, c'est des outils qui vont vous permettre de vraiment savoir, pouvoir communiquer sur qu'est-ce que vous voulez exactement faire, pourquoi, comment, et puis à un moment aussi arriver à mobiliser des bénévoles parce qu'en étant très clair dans la demande, j'ai telle mission à faire, ça prend tant de temps et voilà exactement ce que je veux. Et ça, c'est un peu la base de la communication plutôt que des fois d'avoir le message, j'ai besoin de quelqu'un, mais je ne sais pas trop, et de définir les choses. Et puis surtout, comment on va se mettre d'accord un petit peu, comment on va établir un calendrier prévisionnel, ça va permettre aussi de pouvoir suivre les choses assez sereinement et aussi de savoir comment ça va être quoi l'objectif final, sur quoi on va être focus, et à un moment de pouvoir se dire je fais des choix. Qu'est-ce que je fais passer en premier? Qu'est-ce que je vais pas faire? Qu'est-ce qui répond le mieux à mon objectif ou pas? Donc on est vraiment voilà sur un outil qui est un petit peu global, purement méthodo. Donc forcément, il y aura des ajustements à faire à un moment pour que ça corresponde à vos besoins. Moi, je trouve la gestion de projet, il y a surtout deux clés à retenir qui sont extrêmement importantes. Il y a la loi de Pareto. Alors, je pense que tout le monde la connaît. Personne ne sait son vrai nom. C'est 20% de nos actions génèrent 80% de nos résultats. C'est vrai que très souvent, on est focus un peu solution. On veut y aller et que ça corresponde à 100% à ce qu'on avait en tête. Et en fait, c'est souvent en allant chercher ces 20%-là qu'on va s'épuiser parce qu'il faut que ce soit parfait. Mais des fois, un 80% pas parfait, c'est quand même, et sur lequel on garde du plaisir, c'est quand même hyper important. Ah oui, attends, excuse-moi, je voyais. Tu pourras me dire, Chloé, s'il y a des messages ou des questions Non, qui c'est sortent. bon. Pour l'instant, il y a Marion qui s'est présentée dans le chat, comme elle arrive après, mais tout va bien. Je te ferai signe. Et la deuxième qui est importante, c'est ce qu'on appelle le triangle vertueux, le triangle qualité, coût, délai. On adorait tous avoir des choses rapides, pas chères et parfaites, avec un niveau de qualité extrême. Ça n'existe pas. Soit de toute façon, on va avoir quelque chose qui est très très cher dans des délais réduits et avec une qualité optimum, soit on va avoir des choses sur des délais très longs avec des coûts réduits et une qualité optimum. Mais voilà, c'est un équilibre à trouver entre les trois. Et il faut faire j'allais dire, des fois, il y a des deuils ou des frustrations à accepter sur le fait qu'on n'aura jamais quelque chose de rapide, pas cher et parfait. Voilà, parfait comme on l'entend, hein, au niveau l'objectif 100%, le truc top qualité, et des fois, c'est pas grave en fait. Merci pour ce rappel. Ah, il y a quelqu'un qui est en salle d'attente. Oui, je viens de la faire rentrer. Alors, moi, je commence par le conseil bonus. Me demandez pas pourquoi. C'est que très souvent, on va avoir un peu cette tendance à, euh, à penser solution et de se dire, bah oui, on va faire ça. Je dis n'importe quoi. Tiens, allez, on va faire une tarte aux pommes. Et directement, on va se lancer dans le fait de, bah oui, on va aller faire notre tarte aux pommes sans se poser la question mais pourquoi on veut le faire, avec qui, comment, qu'est-ce qu'on veut exactement, prendre le temps vraiment de la préparation, ce qui aurait pu, par exemple, tout bêtement, se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'une tarte aux pommes. C'est vrai qu'on a tous, alors je pense qu'on a tous notre recette de la tarte aux pommes qui peut aller de la pâte feuilletée à des pommes alors moi c'est ma recette et quand on parle de tarte aux pommes, je m'attends à recevoir ça. C'est une pâte sablée
avec des pommes finement tranchées, un petit bout de beurre qui a fondu sur le dessus et beaucoup de sucre. Mais ce qui fait que forcément, quand on va le mettre en œuvre, selon ce qu'on entend dans la définition de tarte aux pommes, on ne va pas penser la même chose et on risque d'être plus ou moins déçu par le résultat. Et ben, c'est exactement à ça que sert la préparation. On se met bien d'accord de quoi on parle, de ce qu'on veut, de ce qui est prioritaire, de quels moyens on va mettre sur la table, à quel point c'est faisable. Et ça va nous donner un petit peu j'appelle ça les lunettes, mais comment, dans la mise en œuvre, on va regarder le projet, comment il avance, qu'est-ce qui se passe, et si ça va nous aider aussi dans les prises de décision. Parce qu'il y a toujours des idées, alors plus ou moins bonnes, hein, de gens qui vont dire, ah ben là, on pourrait faire ça, c'est chouette. Il y en a certaines où oui, elles sont chouettes. Il y en a d'autres, et ben en fait, elles sont peut-être à mettre un peu de côté ou à reporter. Mon conseil numéro un, ça serait de bien définir des objectifs clairs et alignés. L'objectif, c'est le premier outil de communication. Quand vous allez présenter n'importe quel projet, la première question qu'on vous pose, c'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc l'idée, c'est d'avoir des objectifs qui soient clairs, simples, qui soient compréhensibles par tous, qui soient réalistes et qui soient évaluables. Alors, je ne vais pas vous parler de la méthode SMART. Je pense qu'elle est présente très souvent. Moi, je trouve qu'elle donne des trucs un peu à rallonge, incompréhensibles. Et surtout, quand on sort un peu de tout ce qui est industrie informatique, elle est plutôt difficile à définir. Je pense que ça peut être intéressant. Définissez vos objectifs et en même temps définir votre méthode d'évaluation. Comment vous allez évaluer chacun de vos objectifs? C'est-à-dire, moi, j'appelle ça les critères de réussite. Qu'est-ce qui vous fera dire que votre objectif, que votre projet a atteint, a été réussi pour vous? C'est quoi un peu l'effet waouh? Quand vous dites, bah oui, je vais faire un dessert, qu'est-ce qui fait que je me dirais, ben ouais, ça a été une réussite? C'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient présentes à cette soirée-là ont été contentes. Est-ce que ça peut être simplement elle est arrivée entière et dans de bonnes conditions? Et ça peut valoir le coup moi je trouve ça intéressant de le définir en même temps que les objectifs. Déjà, ça permet de savoir, d'être un peu réaliste dans ce qu'on va vraiment évaluer et sortir des objectifs. Des fois, j'appelle ça les objectifs, on va changer le monde. Sauf que on va changer le monde parce qu'on attend 20 participants par atelier, c'est un petit peu dommage. Et d'être finalement le plus fin possible dans notre objectif. Et aussi, ça permet aussi, quand on va le présenter, de savoir directement de présenter, bah, voilà notre objectif, voilà ce qu'on va faire, et voilà, en fait, concrètement, les résultats qu'on en attend. Voilà. Après la formulation des objectifs, on est toujours sur des verbes d'action, on essaie d'être le plus précis possible. Voilà, n'hésitez pas aussi à les tester. C'est un peu quand on parle des missions d'une association, ce genre de choses. Testez-les autour de vous, voir ce que les gens aussi ont compris. C'est important que ce soit compréhensible par monsieur et madame tout le monde et de sortir un petit peu du jargon. L'effet miroir. Et pour ça, si vous voulez tester des choses comme ça, vous pouvez venir aussi le lundi matin pendant le coaching avec Nico, justement, pour lui présenter les choses. Lui, il n'est pas assopreneur, il n'est pas du monde associatif. Enfin, il connaît bien le monde associatif, mais il n'a pas votre jargon. Et c'est tout à fait un moment où vous pouvez venir justement tester. Là, je plus sois Adeline, justement, de tester vos cercles d'or, vos pitchs avec des personnes qui sont complètement extérieures et à Assopreneur et à votre association, votre famille, vos amis, des gens qui ne sont pas du tout impliqués pour tester ça. C'est ça. Et c'est vrai sur tout un tas de choses. C'est vrai qu'on Mm. parle souvent du pitch, on parle des objectifs. Il y a beaucoup de choses quand vous écrivez des choses, quand vous voulez faire des plaquettes de communication, ce genre de choses. Faites-les tester autour de vous par des gens qui n'y connaissent rien Mm. et voir ce que eux ont compris. C'est hyper intéressant. Alors, il y a des fois des choses où ils vous feront des feedbacks. Vous ferez le choix selon ce que vous voulez, hein. Peut-être tout n'est pas toujours bon à apprendre et être très au clair sur pourquoi vous demandez. Parce que des fois, les gens vont nous dire, j'aime pas la typo, j'aime pas les couleurs. C'est pas ça le sujet. Voilà, que vous soyez très clair dans qu'est-ce que tu comprends quand dans telle formulation, qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est surtout hyper intéressant quand vous allez vouloir communiquer dessus. Ben, vous saurez, pour répondre à un appel à projet, vous êtes sûr que c'est le bon message qui est passé. C'est quoi le cercle d'or?
Alors oui, on va pas faire le cercle d'or maintenant, mais oui, je vais te mettre dans le chat, Marion, le lien, c'est dans la formation Assopreneur. Et quand tu vas suivre les étapes, tu vas arriver à l'étape cercle d'or. Ça n'aura plus de secret pour toi ensuite. Fatima. Et ouais, ouais, c'est des choses qui sont vraiment importantes et c'est important voilà, de bien se mettre d'accord dès le début sur qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi notre objectif général, c'est quoi notre objectif secondaire et d'être très au clair. Par exemple, je vous disais, si je veux à une soirée entre amis amener une tarte aux pommes, mon objectif premier, ça va peut-être être juste amener un dessert, ce qui va avoir pas mal de conséquences sur la suite et ce qui peut se passer. Je peux choisir, ma solution peut être une tarte aux pommes, mais mon objectif peut clairement être, moi, je veux amener un dessert sur cette soirée entre amis. J'ai juste une question. En termes d'objectifs, si on raisonne par rapport à l'association, il y aurait l'objectif global de l'association que tu définirais du coup en sous-objectif. Moi, ça, j'ai un peu du mal parce que, enfin, je pense que c'est pareil pour tout le monde. C'est très vaste ce dans quoi on agit en général. Et du coup, c'est compliqué enfin, il peut y avoir un objectif général, mais qui va être vague en fait. Tu as raison, souvent c'est pas très réaliste, on sait pas trop comment on va évaluer ça. Du coup, on le décline en sous-objectifs ou par rapport aux actions qu'on met en place, tu vois, en termes de nombre d'objectifs, on peut Ouais, vite se perdre en fait, je trouve. bah, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Alors souvent, quand on parle en langage commun, on va parler d'objectifs. En réalité, quand tu me parles d'objectifs d'association, pour moi, c'est plus la raison d'être ou la mission. Ce qui peut être quelque chose d'un peu plus généraliste, c'est un peu la grande cause, ce pourquoi vous créez cette association, à quelle problématique vous voulez répondre, alors que les objectifs d'un projet, même l'objectif stratégique, va être quand même un petit peu plus spécifique et va présenter quelles solutions on apporte, quelles solutions on a retenues, comment on va faire, quelle action on a retenue pour répondre à la mission de l'association. D'accord, ok. Parce que je te prends un exemple tout bête, alors purement fictif, hein, je n'y connais rien, je vais dire n'importe quoi. Si ton association, l'objectif, ça va être la lutte contre l'illettrisme. La lutte pourrait avoir après pas mal de projets qui pourraient être un objectif ou l'objectif général, ça serait de faire connaître, mettre en place un plaidoyer contre l'illettrisme qui répondrait à ton objectif. Comme ça peut être mettre en place des ateliers dans les écoles, comme ça peut être, voilà, tu peux avoir pas mal de choses qui sont des petits projets en soi. Et je pense qu'il faut bien faire la différence entre le but de ton association, qui est quelque chose d'un peu macro, de qu'est-ce que vous voulez changer, comment vous voulez agir, qu'est-ce que vous voulez changer dans le monde de demain, et les objectifs généraux qui vont être plutôt comment on veut le changer, et les objectifs spécifiques qui vont être un peu plus finement quelles actions on va pouvoir mettre en place et quel chantier on va mener pour ça. D'accord. Donc, Ok. tu as une granularité vraiment à plusieurs niveaux et ce qui permet, tu vois, du coup, les missions de l'association d'être un peu plus généraliste et donner aussi une vision qui est aussi hyper importante en communication c'est quoi le monde de demain auquel que vous voulez donner et comment vous voulez participer. D'accord, ok. Merci. Alors, le contenu numéro, je n'ai pas du tout mis mes conseils par ordre de priorité ou quoi que ce soit, hein. Je tiens à préciser, là, je le vois. Euh, L'idée, c'est aussi de choisir les bons outils quand vous voulez mener un projet. Il y a plein, moi j'en ai vu plein passer, alors à une époque, des plateformes Monday, Notion, il y en a plein qui passent. Des fois, c'est de se dire de quoi j'ai vraiment besoin et qu'est-ce que je maîtrise. Des fois, que ce soit, alors c'est Claire qui disait qu'elle elle utilisait un Word, moi j'utilise pas mal Excel. L'essentiel, c'est que tout le monde sache s'en servir. Parce qu'il y a des trucs, c'est super. Moi, j'utilise Notion, c'est super, hein. Mais si vous êtes un projet à plusieurs et qu'il n'y a qu'une personne qui maîtrise l'outil, ça va être un petit peu dommage. Et puis d'identifier les contraintes. Je sais que par exemple, Google Sheet, c'est hyper intéressant, quoi, toute la suite Google, le Drive, ce genre de choses. Mais ça nécessite d'avoir un compte Google. Donc, c'est aussi des choix de positionnement qui appartiennent à chacun. Mais l'idée, c'est il n'y a pas forcément un bon outil, c'est trouver l'outil qui nous correspond le mieux. Euh,
Voilà, moi, je vous conseillerais plutôt Excel, Google Sheet, ou c'est quoi la version gratuite d'Excel, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y a la suite LibreOffice. Ouais, il y en a Mm. quelques-unes, voilà, qui sont pas mal. Et des fois, des choses très, très simples, en fait, ça suffit amplement. C'est un peu comme si je vous disais que pour faire une tarte aux pommes, il faut à tout prix avoir un Thermomix. C'est pas forcément vrai. Et un bon outil que tout le monde sait utiliser, qui est assez simple, où en plus vous avez quelques modèles que vous pouvez reproduire facilement, qui vous coûtent pas cher, c'est hyper important. Alors, pour répondre à ta question, Marion, non, c'est pas important d'avoir un Notion. Notion, c'est un outil comme un autre qui permet d'organiser, d'avoir un tableau de bord, d'organiser ses infos, qui est très bien collaboratif. Mais voilà, si c'est pas ton truc ou si t'as pas envie d'y aller, etc. Comme dit Adeline, faut trouver l'outil qui vous correspond. Et j'aime beaucoup tes comparaisons en fait avec la cuisine parce que c'est un peu ça. Chacun utilise ce qui est à sa portée et ce que vous avez envie de faire. Il y en a qui se disent, ah bah ouais, le Thermomix c'est super, mais il y a peut-être une prise en main de comment on règle les boutons et tout, alors que bah, pour faire une pâte sablée, tu mets sur ta table du beurre, du sucre et de la farine et voilà, ça fait une pâte sablée. Dans, Mais dans un saladier. Dans un saladier quand même. oui, tu peux le mettre direct sur la table si ta table est propre. Mais c'est ça, Notion, c'est super, mais il faut savoir l'utiliser. Ouais. Il y a des gens, voilà, qui sont éloignés de tout ce qui est Mm. informatique ou c'est un petit peu complexe dans la prise en main, ce genre de choses. Et Notion, ça, s'il y a une erreur pour aller chercher les anciennes versions, ça peut être un petit peu compliqué. Donc voilà, il y a pas forcément d'outil qui est meilleur que l'autre. Ça dépend beaucoup de vos usages, de comment vous êtes à l'aise, de qui travaille avec vous. Il y a des gens, voilà, selon les âges, selon les usages, qui vont plus ou moins être à l'aise avec les outils informatiques. Et l'idée, c'est de trouver ce qui vous correspond le mieux. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de trucs gratuits aujourd'hui qui existent, qui restent quand même relativement pratiques. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de structurer votre projet en étapes clés. Il y a toujours un peu, alors on peut appeler ça des chantiers ou des phases, mais de se dire soit ça peut être chronologique, on a la préparation, on a la mise en œuvre, on a le bilan, ou alors par domaine de compétences, on a une partie qui va être plus de la communication, une partie plus animation, une partie logistique. Mais en gros, alors moi j'appelle ça des patates. Je suis beaucoup dans le jargon de la cuisine, hein. J'appelle ça un peu des patates, mais c'est comme dans la recette de cuisine. Par exemple, vous faites une tarte aux pommes, vous allez avoir d'abord la préparation des ingrédients, la préparation de la pâte, la préparation des pommes, l'assemblage, la cuisson, la dégustation. Voilà, il y a toujours plusieurs étapes. Voilà, ça peut être une première étape, c'est vraiment d'identifier ces grandes étapes. On va appeler ça des jalons parce que ce qui fait que vous finissez une étape, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Par exemple, je prépare les ingrédients, ben, c'est qu'ils sont tous sur ma table. Et c'est important un peu ces jalons, ces étapes clés intermédiaires qui font qu'on va changer d'étape parce que, on va pouvoir faire le point dessus, voir où on en est. On peut voir un moment. C'est sympa aussi de célébrer quand on met en place des projets. Souvent, on a la tête dans le guidon, on dit on y va, machin, mais de se dire, tiens, on a bien avancé, c'est cool. On va boire un verre et manger des trucs, c'est chouette aussi. Et il y a le côté en fait, le projet, avant tout, c'est une aventure humaine. Et c'est important de garder le lien entre tout le monde. Et une fois que vous avez vos grosses patates, ou vos patates, hein, elles ne sont pas forcément obligées d'être grosses, l'idée, c'est ensuite de voir, d'identifier toutes les micro-tâches, toutes les petites tâches que vous allez avoir dans votre patate. Par exemple, si je prends, moi, pour ma tarte aux pommes, la préparation de la pâte. Qu'est-ce que je vais avoir? Ben, ma recette de cuisine, je vais peser ma farine, je vais la mettre dans le bol, je vais rajouter les œufs, je vais rajouter le sucre, je vais mélanger. S'il y a besoin, je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà, d'identifier toutes ces petites étapes. Pourquoi c'est important? Parce qu'en face de chaque petite étape, vous allez pouvoir voir, décider qui l'a fait, en étant le plus précis possible, qui fait la petite étape, combien de temps il y a besoin et surtout quel délai il y a. Pourquoi je fais la notion entre les deux? Par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais pour envoyer un mail à la mairie, ça va vous prendre une demi-heure.
Sauf que la personne qui s'en occupe, la personne qui est référente là-dessus, elle a un boulot à temps plein, elle est prise et elle pourra le faire dans un délai de 15 jours. Donc, en fait, le jour où vous allez mettre en place un calendrier prévisionnel, il faudra bien mettre pour cette tâche qui ne dure qu'une heure, compter qu'elle va prendre 15 jours pour la faire. Et du coup, si vous mettez dans un calendrier prévisionnel la tâche d'une heure, elle est faite sur cette journée-là, il faut mieux, alors qu'il fallait compter 2 semaines. Et cette différence-là, elle est importante. Entre des fois, il y a des tâches, on met peu de temps à les faire, mais parce qu'on a besoin d'informations, parce que bah, on a d'autres choses à faire en même temps, on le mettra dans le fil de nos tâches à faire du jour à un autre moment. Ça- Oui, oui, Donc, c'est bon, je m'en occupe, oui, t'inquiète. ça me fait un petit Oui, oui, parce cassez-vous. que du coup, comme tu as été co-admin avec mon bazar du départ, Ouais, ça te fait un peu le. Qu'est-ce qui me. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je l'ai appuyé partout. Et c'est vraiment important. Vous allez arriver en fait à un tableau sur lequel vous allez avoir vos grandes étapes clés. Sous chaque grande étape clé, les sous-étapes, toutes les tâches avec la personne référente. Alors, toujours une seule personne référente par tâche, hein. Parce qu'il suffit qu'il y en ait deux, même s'il y en a deux qui le fassent, il n'y en ait qu'une qui est référente, parce que sinon, ça risque de se renvoyer la balle et c'est la personne qui vous dira, bah, c'est fait ou je m'engage à le faire dans un certain délai. Et puis, vous pouvez mettre aussi à côté j'allais dire, les outils dont elle a besoin, le matériel dont elle a besoin pour que vous ayez à un moment une vision complète de tout ce qu'il y a besoin sur le projet. C'est intéressant aussi de faire ça, notamment quand vous répondez à des appels à projets ou quand vous faites votre budget, parce que comme ça, assez finement, vous pouvez avoir une idée du temps bénévole qui est passé, même si ça reste théorique et voilà. Mais comme ça, vous voyez bien qu'il y a des choses où on a tendance à minimiser les choses quand on les compte pas. Surtout quand on monte un projet, on dit, oh, ça, c'est 2 jours de travail. En fait, pas du tout. Vous allez passer 10 jours, mais comme ça, dès le début, vous vous rendez compte qu'en fait, la somme des micro-tâches, ça met bien plus de temps que ce que vous pensiez. Alors, mon quatrième conseil, c'est toujours impliquer les parties prenantes dès le départ. Pourquoi? Une fois que vous avez fait voilà, vous avez fait un peu toutes vos étapes, votre organigramme, on appelle ça l'organigramme des tâches. Je donne un peu des gros mots. Vous avez une visibilité de toutes les personnes que vous allez devoir mobiliser. C'est intéressant de les impliquer dès le début. Alors, je vais penser des fois aussi, pas juste les bénévoles, hein, ça peut être des partenaires, ça peut être des financeurs, ça peut être par exemple des mairies avec qui vous avez besoin vous allez avoir besoin d'une salle ou de quelque chose. Ça peut être intéressant parce que si vous les impliquez le plus rapide possible, vous allez pouvoir connaître un petit peu leurs besoins et des fois connaître aussi les opportunités qu'il peut y avoir. Et ça peut permettre des fois de réajuster un petit peu le projet pour que ça colle à leurs besoins, pour que ce soit peut-être plus réaliste et plus faisable et qu'ils deviennent finalement un peu des ambassadeurs de votre projet. Un, ça c'est important. Et deuxièmement, de manière générale, je pense que tout le monde préfère être dans un projet bien au début plutôt qu'on arrive vers lui en disant, voilà, là j'ai besoin que tu fasses ça. Ça aide un petit peu les relations humaines et surtout ça va permettre d'identifier les délais. Par exemple, il y a des gens, on sait qu'il y a des dossiers à déposer ou des fois on a un délai en réalité qui est de 2 mois pour avoir un retour ou des choses comme ça. Et ça, de bien pouvoir en tenir compte en fait dans son calendrier prévisionnel parce que ça peut avoir un impact assez important. Ne serait-ce que sur certains événements, le plus rapidement possible, comme ça vous identifiez la date auprès de la mairie parce que souvent il y a des salles qui sont très rapidement réservées. Alors vraiment, oui, partie prenante, il faut que vous voyez vraiment toutes les personnes qui vont intervenir sur le projet. Ça peut être aussi bien vos bénéficiaires, les gens qui vont être destinataires de la solution que vous pouvez proposer, si par exemple vous proposez des ateliers, ce genre de choses, que des partenaires, des financeurs, l'équipe projet, les décideurs, quoi. Ratisser large. Je prends tout bête. Si je prends mon exemple de j'amène une tarte aux pommes en soirée, ça peut être sympa de demander aux invités si quelqu'un a des allergies ou si quelqu'un aime pas la cannelle ou si quelqu'un, ça sera quand même plus facile après pour que tout le monde apprécie. Et des fois, alors,
impliquer les parties prenantes, ça ne veut pas forcément aller voir tout le monde. Des fois, ça peut être juste un bref échange ou un petit questionnaire pour savoir en fait ce qu'ils attendent, leurs contraintes, ce genre de choses. Et, euh, et on évite comme ça tout ce qui est blocage. On peut créer des dynamiques assez positives parce que la plupart des gens ont envie d'aider et c'est plutôt chouette. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Pas du tout. Je continue. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat, mais on peut faire une micro-pause s'il y en a qui veulent. Non, on est vraiment sûr. Zéro Ok. question. Alors, Marion, ça, c'est des choses qu'on pourra peut-être voir en coworking, sur les outils, les différents outils, etc. Mm. C'est tout bon. Eh ben, super. Conseil numéro 5 que je vous donnerais, c'est prendre le temps de l'étude initiale. C'est que très souvent, on pense solution, on y va, on se dit, allez hop, on y va, on fonce, ce qui est humain. Et pourtant, elle est vraiment importante, cette phase-là, parce que déjà, ça permet de clarifier la problématique de départ, être sûr qu'il y a une vraie problématique, savoir à quoi elle correspond exactement, qualifier un petit peu le besoin réel, pas seulement le ressenti, aller voir les bénéficiaires, ce qu'ils en pensent, échanger autour de soi, des fois prendre le temps de se renseigner, est-ce qu'il y a des solutions telles quelles qui existent sur notre territoire, en dehors de notre territoire, s'il y en a, est-ce que euh, quelles difficultés ils ont pu avoir, quels conseils ils peuvent avoir, voilà, prendre vraiment ce temps-là, permettre aussi de délimiter le cadre du projet, quelles sont les ressources qu'on va avoir à disposition, que ce soit en termes j'allais dire de main-d'œuvre, c'est très moche comme mot, hein. Mais en termes de bénévoles, de personnes, quel temps les gens vont pouvoir donner sur le projet. Parce que faire un projet quand on a une personne à temps plein ou une personne qui va donner 1 heure tous les 15 jours, c'est pas du tout la même chose. Et avoir une idée un petit peu des délais. Il y a des choses, des délais courts. On sait très bien qu'en l'espace de 2 mois, ça va être plus difficile à mettre en place que si on a un an. Et puis l'idée, c'est vraiment d'identifier tout ce qui va être les contraintes, les risques, les leviers d'action. Par exemple, en ce moment, une des grosses contraintes, c'est les élections municipales qui vont avoir lieu au mois de juin. Mars? Non? Ah, c'est juin, pardon. Ouais, c'est juin. C'est Je croyais juin. que c'était mars, pardon. Et du coup, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont en stand-by. Et voilà, ça fait partie des contraintes qu'on peut identifier. On se dit, bah, tiens, il y a peut-être des projets, ça vaut peut-être plus le coup d'attendre la nouvelle équipe municipale et de les faire l'année prochaine ou en septembre. Voilà. Et parce que surtout, ce qui est important, c'est la phrase que j'ai mis en gros, hein. Une solution, ça n'a pas de valeur si elle ne répond pas à un besoin bien défini. Je vais vous prendre un exemple. Je vais sortir ma tarte aux pommes. Mais si vous voulez faire une action contre, par exemple, je sais pas moi, la malbouffe des étudiants, et que pour ça, vous leur faites des cours de cuisine, et que vous n'avez pas vérifié avant s'ils avaient réellement accès à une cuisine, c'est un peu dommage et il est sûr que ça va faire un flop. Alors que peut-être vos cours de cuisine, c'est les choses les mieux pensées du monde et les plus intéressantes. Mais c'est important, voilà, de prendre le temps pour identifier tout ça. Et puis, l'étude initiale, ça permet aussi de faire connaître son projet au plus grand nombre. Échanger avec les gens, le faire connaître, découvrir des gens qui vont être facilitants, des ambassadeurs, des gens qui vont dire même pas en rêve. Ça peut permettre aussi de soulever des opportunités. Il y a peut-être des gens qui vont dire, ah bah super, moi j'ai une salle, j'ai machin, ou moi il y a tel ou tel projet. Il y a peut-être des synergies des fois à faire auprès des publics ou ce genre de choses. Et ça, c'est assez facile à faire. Il y a des choses où ça peut être voilà, des petits questionnaires que vous faut envoyer pour savoir les causes du problème, quel est son impact, son ampleur, qui est concerné, ce genre de choses. Des fois, un simple petit questionnaire ou une enquête ou rechercher des fois sur Internet, il y a énormément d'études qui sont faites. Il y a énormément de données chiffrées qui existent. Alors, quand il y a des études, il faut quand même aller voir dans quelles conditions ont été réalisées les études. Ça peut être intéressant, mais il y a quand même beaucoup de choses qui existent qui permettent en fait de donner de la matière et finalement de permettre un peu de nourrir les réflexions. Je vous ai mis cette image-là parce que je la trouve extrêmement parlante quand on parle d'études de besoins. Euh, le problème, c'est qu'il va falloir, le problème qui n'est pas du tout un problème, il va falloir vraiment identifier
de quoi la personne a besoin, quelle est la problématique. Très souvent, quand on présente une problématique, on va parler que de notre besoin un petit peu qui est visible. Par exemple, quand je vais chercher un café dans un bar, je veux un café à emporter, je vais juste demander un café à emporter. Il y a aussi tous les besoins un peu latents que je ne vais pas présenter, mais si on me le donne, je vais être super satisfaite. Par exemple, je m'attends à que mon café, eh ben, on me le verse dans une tasse qui fuit pas, ou qu'avec, on me donne une petite serviette. Ça, c'est ce que je m'attends et qui va forcément créer de la satisfaction si ça y est. Parce que pour moi, c'est évident que quand j'exprime mon besoin, c'est sous-entendu. Alors pour la personne en face, ce serait peut-être pas du tout sous-entendu. Et puis, il y a aussi les petits besoins plus, c'est-à-dire qu'on ne l'exprime pas, mais c'est vrai que ça apporterait un vrai mieux s'il y a, par exemple, quand on vous donne un café à emporter et qu'avec, on vous donne un petit spéculoos sous vide, c'est peut-être chouette aussi. Et ça, voilà, il y a vraiment ces trois niveaux de besoins et il faut aller chercher au maximum quand on interroge les gens, quand on fait toute cette première partie un petit peu d'études de faisabilité, de rencontrer la problématique, d'aller creuser jusqu'au bout tout ce qu'il y a et de voir un peu tout ce que ça peut avoir comme conséquence, tout ce qu'il y a autour. Parce que les gens de prime abord vous répondront juste à votre question et ne penseront pas à vous donner tous les détails et tout ce qui en découle. Et j'aime bien ce dessin qui donne un petit peu cette idée que l'important, il y a ce qu'on écrit, il y a ce qu'on exprime et il y a ce que les gens ont compris. Et que des fois, entre ce qu'on pense avoir exprimé et ce que les autres ont compris, il y a tout un monde. Alors, conseil numéro 6, je dirais c'est important de se donner de la flexibilité sans perdre de vue l'objectif final. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez tout préparé votre projet, que vous avez vous avez un calendrier prévisionnel, c'est tout propre, vous êtes tout beau sur le papier, c'est nickel, on y va, on met en œuvre, ça se passera jamais comme prévu. C'est comme ça. Non, mais c'est comme ça. Il y aura toujours, je vais dire, il y aura toujours une couille dans le potage. Mais et puis c'est surtout qu'il y a toujours l'idée de, on en parle, bah tiens, il y a peut-être une autre opportunité, on peut vite, voilà, changer de cap, aller sur autre chose, et puis on est super content, on a d'autres personnes qui arrivent, il y a plein d'idées, on peut vite se perdre. C'est important dans ces cas-là, je remets mes petites lunettes, tu vois, sur quel est mon objectif. Mais par exemple, tout bête, hein, si je fais ma tarte aux pommes et que je vois que ma pâte, elle est pas du tout, elle est nulle, elle s'effrite, ça va dans tous les sens, machin. Bon, soit je me dis, j'en refais une, soit je peux rester focus sur le fait il faut que je fasse une tarte aux pommes. Je fais une tarte aux pommes, je refais une pâte. Si elle refoire, j'en referai une jusqu'à ce que j'ai une super tarte aux pommes. Soit je me rappelle que mon objectif principal, c'est d'amener un dessert. Et dans ce cas-là, ma pâte foirée, je peux très bien, tu vois, la transformer et en faire un crumble. Et ça répond tout à fait à mon objectif. Et j'ai pas eu besoin de me mettre un stress de fou parce que à tout prix, je devais faire une tarte aux pommes. Et ça, c'est vraiment important, des moments quand ça part un peu dans tous les sens, de dire, attends, je me remets, c'était quoi mon objectif? Qu'est-ce qu'on a validé? Sur quoi on s'est mis d'accord au début? Qu'est-ce que le collectif a choisi? Et de se remettre là-dessus. Et puis, c'est important aussi quand on fait des calendriers révisionnels, des budgets, ce genre de choses, d'identifier les risques. Qu'est-ce qui peut foirer? Ça, c'est toujours intéressant de se poser la question et de trouver des solutions. De garder des petites marges de manœuvre. Par exemple, un calendrier prévisionnel, ne mettez pas le truc le plus restreint possible de tout le monde. C'est bien d'avoir 15 jours de latence, ne serait-ce parce que ça arrive aux gens d'avoir des soucis de santé, et souvent il y a des vacances scolaires quand même. Et ça, c'est des périodes où il ne se passe pas grand-chose. Euh, et puis surtout, il y a un outil de priorisation qui est très bien, qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. D'Eisenhower, je ne sais pas le prononcer. Alors, moi, je trouve qu'elle n'est pas simple à utiliser, mais déjà, elle repose la question. Elle propose de trier toutes les tâches qu'on réalise en fonction de leur urgence et de leur importance. Vous allez avoir des tâches qui sont urgentes et importantes, et ça, c'est les premières qu'on va faire dans sa journée. Vous allez avoir les tâches qui sont urgentes mais pas importantes, et ça, c'est celles qu'on va programmer dans son agenda et qu'on va se dire on va les faire. Il y a les urgentes et pas importantes, et là, on se pose la question si on les délègue ou pas, ou qu'est-ce qu'on en fait. Et puis, elle n'est pas urgente, pas importante, et en général, ça, c'est des trucs qui apportent pas grand-chose qu'on peut laisser de côté.
Et c'est important des fois de se poser et de classer un petit peu ses tâches parce que très souvent, on va avoir tendance à se faire un peu phagocyter par ce qui est urgent. Et en fait, on va faire que des urgences sans jamais se poser la question de ce qui est important ou pas jusqu'à ce qu'on réalise que mais ça, c'était super important et en fait, je l'ai pas fait. Ou alors qu'on va faire au dernier moment parce que c'est important et que tout d'un coup, ça devient l'urgence et en fait, on se retrouve à monter tout un plan de com, hein, 24 heures, en bossant jusqu'à 2 heures du matin. Ce qui est un petit peu dommage quand on sait que c'est des choses qu'on aurait pu anticiper. Et du coup, voilà, pas hésiter des fois sur un agenda à se mettre des plages. Ah bah attends, telle tâche, je vais la travailler à tel moment et s'y tenir. Et s'il y a un maximum de s'y tenir. Donc voilà, et toujours, dès qu'il y a un ajout, il y aura forcément des ajouts, il y a forcément des choses qu'on a oubliées. Vraiment se questionner du est-ce que ça apporte une vraie valeur au projet? Est-ce que ça va pas faire prendre trop de temps? Est-ce qu'on a vraiment le budget? Voilà, en fonction de ce qu'on a défini au début, du cercle virtueux, de tout ça, vraiment de se poser la question du on prend ou on prend pas. Et il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Il y a des fois des choses qu'on va dire, ben, on ne prend pas juste parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a d'autres choses, et on restera dans la loi de Pareto du 20-80, et on dira, bah oui, on va atteindre 80% notre objectif, et c'est génial. Alors, mon conseil numéro 7, c'est souvent quand on se lance. On part dans l'opérationnel, et ça peut être bien de s'en occuper un petit peu. C'est-à-dire, si chacun part dans ses tâches, c'est important alors, on fait tout le temps des points de suivi, mais un peu d'en faire un peu un rituel et de dire bah, très régulièrement, on va faire un petit point de suivi, savoir où on est. Pas forcément quelque chose de très très long, hein, une demi-heure, de savoir comment on avance, comment on se trouve par rapport au calendrier prévisionnel, comment on se trouve par rapport au budget. Est-ce qu'on est toujours dans les clous? Est-ce qu'il y a des choses, bah tiens, le calendrier prévisionnel a un peu glissé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment ça se passe? Et puis surtout de se dire ritualiser un petit peu des points, ça peut permettre aussi de bah, créer une vraie dynamique de groupe et puis faire en sorte que tout le monde sait où on en est, où on va. Rien n'est pire dans un projet quand elle te dit bah, je sais plus, je sais pas où on en est, j'en entends plus parler, ce genre de choses. Et voilà, on reste vraiment sur un projet, c'est une aventure humaine. Et le fait de faire des points le plus régulièrement possible, alors moi je vous dirais des fois un quart d'heure par semaine, c'est bien en fait, ça suffit, un quart d'heure ou une demi-heure. Et de temps en temps, quand vous arrivez à la fin d'une grande étape clé ou ben, ce que je vous ai appelé tout à l'heure une patate, de dire bah là on se fait une petite réunion, on prend le temps de boire un verre tous ensemble, c'est amplement suffisant. Et l'idée c'est juste de faire circuler aussi l'information que tout le monde est, voilà, qu'il y a un sentiment d'appartenance aussi à ce projet-là, qu'on sache où on en est, que tout le monde, toutes les personnes qui travaillent dessus soient en capacité d'en parler, de savoir comment ça avance, quelles sont les difficultés, ce genre de choses. Parce que toutes les personnes qui sont mobilisées sur un projet ou même dans une association deviennent un peu des ambassadeurs de cette association et ont besoin d'avoir les informations. Est-ce que c'est clair pour vous jusque-là? Oui, Oui. super, merci. Oui, oui. Ça rejoint un peu dans ce qu'on dit dans le rendez-vous découverte, hein, c'est suivre les mantras, suivre la méthode et agir. Bah, Et, euh, et justement, quand on est dans l'action, faut pas perdre de vue tout le reste, ouais. non, mais c'est ça, c'est de se Mm, dire à un moment, c'est avant tout des aventures humaines et il faut prendre soin de l'humain. mm. Parce que souvent, c'est ce qui va pêcher au bout d'un moment. Donc voilà, là, le plus simple, par exemple, si je prends mon exemple sur la tarte aux pommes, c'est vrai, quand vous faites cuire une tarte aux pommes, vous attendez pas que ça sente le brûlé pour aller voir où en est la cuisson. On va voir régulièrement où ça en est, comment ça cuit pour sortir du four quand c'est optimal, pour qu'elle soit belle. Alors, mon conseil numéro 8, ça serait de faciliter la collaboration et des processus clairs. On en parlait tout à l'heure, c'est important quand on définit un peu toutes nos tâches, de bien savoir les rôles et responsabilités. Qui fait quoi exactement? Et qu'on n'ait pas deux, trois personnes du ah, mais c'est moi, mais oui, c'est, on sait qui fait quoi. Qu'on ait un calendrier très clair avec des échéances visibles, qu'on ait bien conscience de qu'est-ce qu'on doit rendre quand. Qu'on soit mis d'accord aussi sur comment on va communiquer, qui soit adapté aussi à la réalité, hein, parce que très souvent, on se retrouve un peu envahi avec
ben, on a une partie de la communication qui est par mail, l'autre partie qui est sur WhatsApp. On a une partie où on s'était dit qu'on ferait un pad partagé, donc les informations sont là. Une partie, on a vite fait en fait un peu de se mélanger les pinceaux et d'en avoir un petit peu de partout. Donc dès le début, se dire voilà, on communique comme ça, quitte à se dire au bout d'un mois, on fait un point pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et on fait évoluer. Mais sinon, en fait, c'est le meilleur moyen d'en avoir un petit peu de partout et finalement, on ne sait plus où récupérer les infos. C'est des choses toutes bêtes aussi, c'est de se dire si on fait des points réguliers, ben, il y a quelqu'un à chaque fois qui fait un petit, alors pas forcément un compte rendu, mais un relevé de décision qui laisse une trace et sur lequel on peut aller rechercher des informations au cas où, garder un peu une mémoire vivante de ce qui s'est passé, de pouvoir retrouver facilement les choses. Et ça, c'est des choses, alors ça demande un petit peu de temps au début, mais ça peut toujours être intéressant plutôt que se retrouver à un moment avec j'allais dire, une espèce de fouille de documents dont plus personne sait ce qu'il y a, comment, et quand il faut aller les chercher, c'est la panique. Alors, je veux dire, moi, je fais partie d'une association, la Zéro Déchet à Bourgoin, où on a mis en place un drive et on a une arborescence tellement compliquée et il y a tellement eu des documents de partout que maintenant, je suis obligée de taper dès que je veux un document dans la barre de recherche parce que je ne trouve sinon jamais rien. Et ça, c'est important dès le début d'avoir quelque chose aussi de simple, facile d'appropriation quand vous avez des nouvelles personnes qui rentrent dans le projet ou dans l'association, retrouver les documents facilement, de savoir que bah, dès qu'il y a une réunion, il y a un compte rendu, donc tout le monde y a accès. Mais c'est des choses voilà, qui ont besoin d'être discutées un petit peu en amont. Et puis surtout, qu'il y ait des règles du jeu qui sont partagées, de savoir qui répond à quoi et dans quel délai. On n'est pas tout d'un coup quelqu'un qui se mette à répondre sur des choses, ben, c'est pas forcément lui qui s'en occupe, mais parce que c'est lui qui gère la boîte mail, parce que c'était plus simple un moment ou parce que elle pensait être réactive, ce genre de choses. C'est vrai que voilà, d'avoir des processus assez clairs, des modes de fonctionnement assez clairs, ça évite souvent des désagréments et des frustrations à gérer. Parce que sur le moment, il y a plein de gens qui pensent ça bien, on se dit bah oui, c'est facile, je gagne du temps, sauf qu'après, c'est du temps qu'on repère parce qu'il faut reprendre soin finalement du collectif, parce qu'il y a eu des frustrations, parce qu'il y a des gens qui se sentent pas bien, parce que c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, l'idée, c'est d'être le plus clair possible. Qui peut être tout simplement, voilà, quand je fais une tarte aux pommes, si je dis à la personne, moi j'ai besoin de couper les pommes en fines lamelles, ce qui n'est pas la même chose de préparer les pommes, parce que préparer les pommes, s'il me les met épluchées sur la pâte ou s'il me les coupe en carré, il les a préparées. Et plus on est fin et plus on est assez, on a bien défini ce qu'on voulait, comment on le voulait, c'est là où c'est le plus facile parce qu'en plus ça fait un terrain de discussion et d'échange et ça évite les malentendus. Euh, Oui, Oui. Carole. j'ai vu juste avant, oui. Le pad partagé, quel est l'intérêt? Comment ça peut être utilisé? Alors, il y en a qui l'utilisent pour des brainstorming. Moi, je sais que c'est pas un outil que j'aime beaucoup, mais qui à un moment disent bah, les tâches en cours, les tâches qu'ils ont fait, c'est un peu un outil de suivi, comme ils s'en serviraient pour lister ce qui est fait, ce qu'il y a à faire, les idées, les choses à voir. Un mini tableau de bord, quoi. Ou un tableau Kanban, il y en a qui utilisent ça, c'est-à-dire qu'on liste toutes les tâches, on fait celles qui sont à faire, en cours et terminées. Et du coup, ils peuvent les déplacer au fur et à mesure. C'est Ça bon fait pour toi, partie. Carole? C'est un outil, hein, c'est un outil, le pad. Voilà, c'est un outil comme Ouais. un autre. Il y a Oui. des YouClap, quoi. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui existent. Mm. Moi, je trouve que justement, c'est un peu succinct et ça devient vite le fouiller. J'en vois pas trop l'utilité. Je trouve qu'il est toujours préférable des fois de faire une petite réunion d'une demi-heure qui permette vraiment d'avoir un compte rendu, que tout le monde soit exprimé, plutôt qu'avoir des choses où tout le monde puisse mettre ses idées. Après, c'est des modes de fonctionnement et on est tous différents. Alors, mesurer l'impact et ajuster en continu. On l'a vu, l'évaluation, c'est pas qu'à la fin. Je dis ça avec un ton hyper solennel, pas qu'à Mm. la fin. On l'a vu dès le début, quand on va définir nos objectifs, c'est bien de définir nos indicateurs de réussite. Il y a pas mal d'indicateurs qu'on peut justement suivre tout au long du projet. Euh,
parce que ça peut être le nombre de personnes qui participent à nos ateliers, ça peut être tout un tas de choses. Et ça, c'est ce genre d'indicateur aussi qu'on veut suivre si on fait des points réguliers. De dire, bah, tiens, tel indicateur, on en est là, on est plus ou moins loin de ce qu'on voulait, plus ou moins proche, est-ce qu'on a besoin de réajuster? Je dis n'importe quoi, si on avait prévu de voir 100 personnes en atelier et qu'à mi-parcours, on se rend compte que pour l'instant, on n'a vu que 10 personnes, et ben, la question de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelque chose qui marche peut-être pas. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Comment on y va? Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Est-ce qu'il y a peut-être plus de com à faire? Voilà, ça va permettre de réajuster un petit peu. Euh, et puis surtout, le gros de l'évaluation, c'est vrai que c'est à la fin du projet parce que ça se clôture un projet. C'est vrai que c'est souvent quelque chose on met de côté. La clôture, c'est vraiment... alors, il y a la réunion bilan qui permet de rassembler tous les gens qui ont participé à un projet, de célébrer ce qu'on a fait, parce que souvent dans un projet, il y a quand même... C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement et de se dire waouh, on a fait du bon boulot, c'est génial les gars, et de partager un moment sympa, c'est vraiment chouette. Et puis déjà des fois de se mettre d'accord sur voilà, qu'est-ce qu'on garde pas, et de mettre à jour les documents partagés pour que si quelqu'un arrive, je dis n'importe quoi, mais si c'est un événement régulier tous les ans, que l'année prochaine les gens qui participent, si il y a plus tout le monde, les gens puissent assez facilement retrouver ce dont ils ont besoin. On puisse identifier ce qui a marché ou pas, ce qui a amélioré. Par exemple, les canaux de communication, le pas de partager, c'était pas l'idéal. On va fonctionner ou on va essayer autre chose. Et puis aussi de rédiger un petit bilan qu'on pourra communiquer à toutes les parties prenantes, notamment les financeurs, mais pas que. Ça peut des choses qui peuvent servir, par exemple, si on veut faire un retour à la presse ou si on veut faire un article sur notre newsletter, sur notre site, sur nos réseaux sociaux. Voilà, de bien clôturer proprement un projet, de se dire, bah voilà, on peut passer à autre chose. Et puis surtout de se dire, qu'est-ce qu'on en fait? On a mis en place un événement, on continue pas. On a testé quelque chose, on continue pas. Ou, voilà, de bien savoir ce qu'il en passe. Et c'est souvent quelque chose qu'on fait, un projet, ça s'arrête quand on a envoyé les questionnaires de satisfaction finaux. Non, il y a beaucoup de choses. Il y a des petites choses à faire derrière pour clôturer proprement et en faire aussi comme un terrain d'apprentissage continu. Alors, mon conseil, ouais, Carole, tu voulais poser une question? Non, je sais pas. Non, ah, ok. Pardon. Et ça, c'est souvent la partie qui est un peu dure, Adeline. Je pense notamment quand on organise un événement, quand le projet, c'est un événement, parce que souvent, après l'événement, on a une espèce de retombée d'adrénaline qui fait que c'est difficile de bien clôturer l'après. Et est-ce que tu as un petit conseil de comment gérer ça? Est-ce que du coup, vaut mieux l'anticiper? Vaut mieux... toi, tu peux l'anticiper, tu vois, dès le début, avant l'événement, tu cales déjà ta réunion bilan, Mhm. qui peut être une solution. Soit tu laisses passer une semaine. Mm. Parce que dans le cas des événements, très souvent, dans la tête, quoi, je pense que vous l'avez sur J'adore mon asso. Mm. 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 Mais en gros, tu sais que ça va revenir l'année d'après. Et en fait, c'est limite quand tu clôtures ton événement qu'il faut repartir sur celui d'avant, Mm. sur celui d'après. Et dans le cas d'un événement, tu peux en faire. C'est vrai que l'énergie retombe et du coup, tu peux en faire un espèce de bilan et lancement de la préparation du nouveau. Mm. Tu vois, trouver des petits tips ou des trucs pour en faire quelque chose d'un peu plus joyeux que c'est fini, j'en peux plus. Ouais. Euh, c'est fini, j'en veux plus. Attends, c'était chouette. Comment on refait ça l'année Mm. prochaine? Tu vois, parce que très souvent, c'est rare que tu aies des projets où tu le clôtures et tu sais que c'est mort, il n'y a rien derrière, quoi. Mm. Mm. C'est une fin de non-recevoir et souvent tu repars dans autre chose où tu veux le reconduire ou un petit peu différemment et de se poser la question de comment tu vas le faire. Parce que souvent, en projet, c'est vrai, quand tu reconduis les choses, tu sors un peu du mode projet et comment tu vas faire en Mm. sorte que ce soit assez routinier pour que ça te demande moins de temps. Mm. Mm. Parce qu'une fois que tu as fait un calendrier prévisionnel, par exemple, je vais prendre l'exemple de J'adore mon asso. Une fois que tu as fait un calendrier la première année, tu prends beaucoup de temps pour définir tes objectifs, faire ton calendrier prévisionnel de tout ce que tu vas faire. Ça, après, ça va être des modèles pour les autres années. La deuxième année, tu peux repartir de tout ce que tu avais fait en le mettant à jour avec justement ce qui est ressorti de ta réunion bilan. Ce qui fait que au fur et à mesure, ça doit te demander de moins en moins de temps. Que cette partie-là,
vraiment préparation, organisation Mm. te demande moins de temps parce qu'il y a des choses qui deviennent routiniers, sur lesquelles tu as l'habitude. Tu sais que ça roule, tu sais qu'il y a pas mal de documents où finalement tu en as fait des modèles, Mhm. voilà, des documents types où tu as juste, j'allais dire, deux phrases à modifier et ça repart. C'est ça, voilà. Mhm. Le Ok. projet en lui-même demande beaucoup de temps parce que tu crées les choses et après l'idée c'est de se dire comment j'en fais quelque chose qui tourne, Mhm. qui tourne le plus simple possible. Et du coup, c'est vraiment intéressant aussi pour les premiers de se poser la question du bah tiens, comment j'en fais des choses, comment je vais le documenter de façon à ce que ce soit facilement réutilisable les autres années. Et c'est Mhm. vrai que de le voir aussi comme ça, bah, tu dis oui, ça vaut la peine que Mhm. j'y passe un peu de temps maintenant parce que je vais gagner du temps, après. Mhm. Et du coup, il y a plein de modèles. Je pense que si voilà, on fait une tombola, ça, voilà, si on fait des choses du droit à l'image, d'avoir des modèles types à remplir, ça peut être super intéressant parce qu'une fois qu'on les a, on les a pour un moment. Mhm. Donc voilà, l'idée, c'est aussi des fois d'être malin. Mhm. Voilà, d'être malin parce Merci. que voilà, on n'a pas du temps à l'appel et c'est pour ça que la préparation est importante de prendre le temps. Parce que vous avez un calendrier type, ça vous donne une idée, vous allez l'éprouver sur le premier événement et le calendrier réel, en fonction, alors il y a des choses où vous saurez que c'est venu, c'est exceptionnel, ça se reproduira pas, mais ça va vous permettre d'avoir aussi un calendrier qui est le plus fin possible, le plus réaliste possible et de savoir peut-être qu'il y a des choses que vous avez oubliées que vous allez pouvoir mettre et ça c'est hyper important. Mhm. Donc voilà, ouais, c'est vrai qu'on arrive, la clôture, c'est souvent on se dit ouais c'est fini, allez où on passe à autre chose, mais ça vaut vraiment le coup. Parce qu'il ne faut pas se mentir, le gros des choses, quand on dit on fait du sur-mesure ou on part de zéro, on part rarement de zéro en fait. Ouais. 80%, c'est des choses qui sont existantes. Moi, il y a des choses, là, des missions que j'organise, quand je ne les trouve pas, qui ne sont pas existantes, ou je regarde Internet, ou je vais chez Assopreneur, je prends des choses existantes et puis je les adapte à mon contexte pour gagner du temps. Mhm. Il faut être malin. Mhm. Tout à fait. Merci. Voilà. Et puis j'espère que sur J'adore mon asso, vous prenez quand même un petit peu de temps pour célébrer ce qui s'est passé, le nombre de personnes qui sont venues et ce qui a été chouette. Ah oui, ah bah non, mais c'est en fait c'est le après événement, c'est toujours très paradoxal parce que d'un côté, on est hyper reboosté parce que c'est un moment vraiment top et mais d'un autre côté, c'est vraiment on a vraiment cette sensation de retomber d'adrénaline en fait où on a été au taquet, on vivait J'adore mon asso pendant des semaines. Et je pense que ça fait le même effet quand tu organises, je sais pas, un mariage ou une grosse fête ou un truc où tu es au taquet de la préparation et puis quand c'est passé, bouh, Ouais. il y a un Puis peu parce le qu'en général, down de après en fait. le mariage, tu le fais pas tous les ans en général. Non, non. C'est Non, mais déconseillé. c'était un exemple. Ça peut le faire avec les vacances aussi. Les vacances, la préparation compte des fois autant que les Bah, c'est vacances ça. en elles-mêmes. Et, C'est ça. Il faut se rendre compte que la préparation, ça fait mm, partie un peu du plaisir de l'événement parce qu'on monte ouais. petit à petit en tension, on imagine Mm, des choses, on imagine ce que les gens vont vivre sur place. Mais voilà. Et c'est surtout que la clôture, quoi, ça peut être juste une heure. On prend une heure mm, pour faire, voilà, ou tu vois, un temps assez réduit. euh, Parce que soit on a anticipé les choses avant l'événement, mm, soit voilà, on fait des choses, on le reprend le jour même, mais c'est un temps qui est hyper important. Et puis, ne mm, serait-ce que quand tu as mobilisé pas mal de personnes, c'est un temps qui permet aussi de remercier les gens pour l'investissement qu'ils ont fait. mm, Donc, tu vois, il y a ce temps-là c'est aussi un temps, bah, merci pour votre aide, mm, un peu plus formel sur lequel, bah, du coup, ouais, vous avez un avis de l'intérieur qui peut être hyper intéressant et qui peut venir bah, justement nous aider pour les phases d'après. mm. Alors, attends, j'avais perdu. Voilà. Mon dixième conseil, alors, c'est un peu paradoxal par rapport à tous mes autres conseils, mais de dire qu'il n'y a pas une bonne méthode universelle, il n'y a pas la formule magique qui va faire que tous vos projets vont se dérouler sans souci, hyper bien, qui seront toujours financés. Et il faut être réaliste que chaque fois, c'est unique. Chaque structure fonctionne différemment. Ce qui compte aussi, c'est que ça corresponde à ce que vous êtes.
dans la gestion de projet, quoi. Un projet, c'est une aventure humaine. Une association, c'est une aventure humaine. Et l'idée, c'est aussi que chacun puisse un petit peu s'y retrouver, que vous soyez convaincu de ce pourquoi vous utilisez les choses. Si vous êtes une fan de Notion, mais utilisez Notion. Si vous n'êtes pas du tout une fan qu'un Word, c'est super, faites un Word. Si vous habitez tous dans la même ville et vous, votre kiff, c'est vous retrouver tous les jeudis soirs, retrouvez-vous tous les jeudis soirs. Voilà, qu'il faut des choses qui vous correspondent, quitte à se dire, ben ouais, nous, on est un peu plus lâche sur le calendrier prévisionnel ou ben, nous, il y a des choses, on n'a pas défini toutes nos tâches, on fait ça un peu au feeling quand on se voit. L'important, c'est que ça roule, l'important, c'est que vous y preniez du plaisir. Le cadre méthodologique est juste là pour vous gagner en clarté et que ce soit plus facile pour communiquer dessus. Mais c'est important de l'adapter à votre réalité. Mettez pas en place des usines à gaz si vous êtes deux ou trois. Moi, quand je suis toute seule sur un projet, je fais pas des calendriers prévisionnels hyper détaillés parce que ça me sert pas. Les informations, je les ai dans ma tête et j'ai pas besoin de les avoir en plus. L'important, c'est de trouver la bonne granularité pour que ça soit utile pour vous. Et puis surtout, ce qui vous demandera toujours le plus de temps, c'est l'humain, c'est les relations humaines, c'est travailler avec des gens et prendre le temps en fait de travailler avec les personnes, d'aller explorer les zones de frottement, d'identifier ce qui marche bien, ce qui marche moins bien et d'avancer là-dessus. Parce que souvent, ce qui freine sur un projet, c'est les petites tensions interpersonnelles. Oui, parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous, et ça, voilà, c'est là-dessus que vous avez passé beaucoup de temps. Donc, mobiliser des outils qui vous permettent de gagner en temps, qui vous permettent de gagner en clarté, qui facilitent aussi la prise de décision à un moment. Et si vous avez besoin de les adapter un petit peu, quoi, vous n'êtes pas, on gère pas des projets hyper complexes, interministériels à plusieurs milliards d'euros. Donc voilà, il faut se laisser le droit des fois de s'arranger un petit peu avec la méthodologie, affiner les choses pour qu'elles nous servent au maximum et avoir j'allais dire un bon rapport avec les choses plutôt que s'épuiser dans quelque chose qui ou nous semble trop complexe ou qui ne sert pas ou personne comprend. Donc voilà, c'était mon petit disclaimer de la fin. Dédramatiser un peu. Ouais, non, mais c'est ça. La méthodologie, c'est hyper important, mais il y a aussi plein de choses à côté qui sont hyper importantes et structurer, prenez ce dont vous avez besoin et mettez de côté ce qui vous sert pas en fait. Je sais qu'il y a des fois des gens qui me disent, quoi, tu fais pas un SWOT ou un RACI? Non, on est trois, on n'a pas besoin de savoir qui est responsable, qui doit être informé, qui consulte. Voilà, ça ne sert à rien. Donc voilà un petit peu. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Attends, je vous ai mis, je vous ai fait une synthèse. J'ai dit, des 10 Moi, j'aurais conseils. une question, Oui. pardon. Oui, vas-y, Elodie. Justement, quand on débute, on est beaucoup tout seul. Donc, comme tu dis, il n'y a pas besoin d'une grosse usine à gaz, mais il y a quand même besoin de s'organiser. Et pour le coup, on parlait des patates, tout ça, tu vois, donc comment identifier? Enfin, moi, je sais que par exemple, j'ai la création de support, enfin la création, vraiment la partie oui, créativité, parce que j'ai besoin de créer des outils. J'ai la partie recherche de fonds, la partie communication. Mais après, j'ai du mal je sais pas comment expliquer ça. Tout s'interconnecte aussi. Donc en fait, finalement, quand tu travailles sur quelque chose, tu te rends compte, ah bah oui, mais attends, il y a ça qui bloque. Et, enfin, je donne un exemple concret. Je voulais faire de la recherche de fonds. Pour faire de la recherche de fonds, il faut ouvrir un compte en banque. J'ai fait un rendez-vous avec le banquier, comme tu dis, un truc toi qui lui penses qui va te prendre, allez, 3 jours. Ça m'a pris 15 jours au final. Et en fait, le banquier demande une plaquette de communication plus un budget prévisionnel pour ouvrir le compte en banque. Donc, en fait, je me retrouve, pour moi, c'était quelque chose de simple. Et donc, en fait, hop, non, rétropédalage, en fait, il faut d'abord que je fasse ça parce que tant que j'ai pas de compte, eh ben, moi, je peux pas acheter de nom de domaine, je peux rien faire. Et donc, en fait, voilà, tout s'interconnecte et il y a enfin, je sais pas si les autres partagent, mais des fois, j'ai l'impression de patiner, quoi. Enfin, ça patine un peu. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, j'allais dire, essaye une autre banque.
Parce que c'est pas censé C'est dommage, être j'ai fait aussi le crédit compliqué. agricole et comme il me proposait il y a plat, je me disais qu'après, j'allais gagner Bah du temps. oui. Non, mais en plus, c'est pas obligatoire. Ce qu'ils demandent, c'est pas du tout les pièces obligatoires pour ouvrir un D'accord, compte. ouais. Donc, ils font Non, du zèle un petit peu là. c'est D'accord, ça. ok. Mm. Ouais, ouais, il y a des Je choses, des pense qu'en fois. faisant un peu le forcing, en disant, écoutez, là, j'en suis au début, j'ai absolument besoin du compte parce que j'ai des donateurs qui sont sur les starting blocks. Tu leur mets un peu un Ok, coup de pression et d'accord, ouais. Ok, ok. Parce que Tu, là, ça me paraît, voilà, non, mais, compliqué. et des fois, c'est là où ça vaut le coup d'un peu déjà. Définis tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois, c'est quoi la priorité? Et après, de lister tout ce que tu dois faire et t'aider d'identifier du coup les dépendances. Tiens, si je veux faire une plaquette, de quoi j'ai besoin? Et de lister et après de prioriser, tu vois. Soit tu le fais, alors il y en a, ils font des mind maps, tu sais, de bah, j'ai tel Ah truc oui, et après oui, oui, tout. moi, c'est comme ça que je Je... le fais, mais en fait, au bout d'un moment, j'ai tout en. En fait, j'ai trop de liens entre les choses et du coup, ça. Voilà, j'ai du mal à bien hiérarchiser, quoi. Ou alors, il y a des fois, moi, c'est ce que je fais quand c'est un peu le bazar comme ça. Quel est le truc qui, pour le moment, te fait le plus kiffer? Et tu commences par ça. Ok, d'accord. Tu vois, qu'est-ce qui te plaît le plus, là où tu as ton énergie, qui te dit, oh, bah, moi, je vais faire, tiens, je vais faire la plaquette, c'est ce qui m'amuse le plus, tu le fais. Voilà, il te manque ce qui te manque, bah, tu mets un truc un peu bidon et tu dis, je reviendrai dessus. Et en fonction, ah, bah, tiens, une fois que j'ai ma plaquette, c'est quoi la deuxième étape? Et ainsi de suite. D'accord. Ok, ok, ok. D'accord. L'idée, c'est des fois de pas se noyer, tu vois, dans il y a tellement de choses, il faut commencer et si voilà, il y a trop d'interdépendance, c'est trop compliqué, ouais, moi je fais ça. Quand ça devient trop compliqué, je fais ce que j'ai le plus envie de faire. Ok, Et d'accord. des fois, je dis merci à la Adeline du passé de l'avoir fait. j'adore remercier la Chloé du passé aussi. C'est Chloé qui m'a appris et je l'aime beaucoup. Et des fois, voilà, te Mm. dire, ben, et puis c'est vrai que le fait, tu vois, de faire ta plaquette, ça te permet des fois de l'envoyer ou de te dire, bah oui, quel est le plus rapide? Bah, je vais pas tout de suite acheter un nom de domaine, je vais faire quelque chose en Gmail, tu vois, en attendant. Et voilà, de trouver des solutions, mais du coup, de prendre le problème par un point pour avancer sur autre chose. Parce que sinon, tu te retrouves à tourner en rond en théorie. Oui, oui, c'est ça. Tu restes avec tes outils sans jamais être en fait dans le concret, quoi. Et c'est Mais ça. ouais, oui, mais en fait, ce qui me pose problème, c'est vraiment le budget prévisionnel, quoi. Enfin, il veut un budget prévisionnel, Non, ça fait non, alors ouais, ça, tu pff, débutes, non. quoi. Et Ça, il y du a un coup, coworking, il bah me moi, semble. Il y a un de quoi? coworking. Il n'y a pas un De quoi? coworking qui est proposé Oui, sur le on a un modèle, mais les Ouais, banques mais qui j'allais demandent un venir budget. demain. Je vais venir Ouais, demain. Je vais pas mobiliser. Effectivement, je voulais venir ouais. demain, mais pour le coup là, je suis complètement paumée, quoi. Je sais pas du tout quoi mettre. Mais je viendrai demain. Effectivement, j'avais prévu de venir Faites demain un truc matin. bidon et tout simple hein, pour les banques. Hein. Non, Non, mais non, à c'est ce ça. stade, Non, mais il y a des trucs Oui, ouais. il faut que ce soit réaliste, tu vois. Quand ils me demandent des chiffres, je suis là, mais j'en sais rien en fait. Enfin, j'ai juste eu un contact avec l'ARS, tu vois. Enfin bon, bref, on en parlera demain. Je vais pas Ouais, mobiliser ouais. Ouais, mais il y a sur une année 1, tu peux faire des choses tout bêtes, genre il me faut une assurance, il me faut Ouais, les frais bancaires, et Ok. puis si on met quelques actions et on pense avoir tant d'adhérents, tant de dons, si tu fais un budget à exactement. 600 euros, ça le fait très bien en fait, il n'y a pas besoin, c'est Ok. un budget Je sais même pas, prévisionnel, c'est pas je un sais même pas budget pourquoi ils demandent ça, en réaliste. fait. Mm. Ouais, Je sais pas. Mm. C'est une bonne question. Il m'a dit qu'il demandait ça pour les assos, enfin pour les entreprises, tout ça. Donc en fait, ils m'ont pris le même modèle, mais Ouais, mais c'est ça. ouais, C'est qu'on n'est pas des entreprises parce qu'en plus, dans les ben non. assos, il y a pas de découvert. Ils prennent aucun risque. Ben ouais, ouais, ouais. non Oui, mais c'est c'est vrai, ça. t'as raison. J'ai même pas pensé à lui Ben dire non. ça. Non mais Ok, c'est mais ça. de toute façon, je reviendrai demain matin parce Mm. qu'effectivement, ça, ou au moins pour pouvoir lui dire que là, moi, je veux ouvrir le compte en fait. Donc, ok, L'idée, c'est pas de bloquer ou quand il y a un truc Ouais. voilà, qui est compliqué, c'est quel est le plus petit pas que je peux faire. ok, Et des fois, c'est déterminé, j'ai mes objectifs, j'ai tout, quelle est la plus petite action que je peux faire, quel est le plus petit truc, et puis d'y aller pas à pas. Et il y a des ok, fois, moi, je commence par des trucs très opérationnels, en train de me dire, attends, et c'est quoi exactement, avant de revenir, on fait des petits passages, et c'est OK, en fait. d'accord. Ok. Donc, tu travailles pas par bloc de travail. J'ai vu des méthodes, si tu veux, où vraiment tu as ton bloc de travail communication, ton bloc de travail. Et j'y arrive pas à. Enfin, est-ce que des gens travaillent vraiment comme ça? Parce que je trouve que c'est un peu compliqué en réalité. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé de travailler comme ça, hein, mais parce qu'en fait, j'avais quelqu'un qui s'occupait de la com. Ok, J'étais pas toute seule. d'accord. Ok, Si tu veux. Et du coup, tu fais par pôle de compétences quand tu as des personnes à mettre en face de ces compétences et que c'est pas toi.
Et Ok. ce qui t'aide à dire, bah, la communication, j'ai un chargé de com qui s'en occupe et c'est beaucoup plus simple. Après, c'est pour ça que je disais, tu vois, quand tu définis tes patates, il y a plusieurs logiques. L'idée, c'est de trouver ta logique qui corresponde. Il y a des gens, ça va être par compétence, c'est plus simple. Puis il y en a d'autres, des fois, qui vont commencer, ça va être chronologique. C'est bien aussi le chronologique, hein, si ça parle et que c'est le plus simple et qu'on s'y retrouve. Ok, d'accord. Donc on Voilà. mélange toutes les patates, mais en fait dans la chronologie, quoi. Parce que Ouais, c'est vrai que tu moi peux je les dis des faire dans patates la et ça suffit chronologie et là, on pas. va communiquer. La communication, moi, souvent, je la mets à côté parce qu'elle est beaucoup plus transverse parce que tu vas Oui, communiquer tout le ouais, long. Mais, clairement. mais rien ne t'empêche à un moment de l'intégrer dans toutes tes étapes, en fait. Ok, Tu sais que d'accord. chronologiquement, tu vas retrouver de la communication de partout et tu vas la mettre un petit peu partout. Et si pour toi, c'est plus logique, c'est plus lisible et que ça permet d'avancer, c'est ça l'important. Ok, L'objectif de la gestion de projet, c'est une méthodologie qui te permette de rendre réel ton projet, de tes actions. ok. Donc, le but du jeu, c'est juste que tu concrétises derrière. Que tu le fasses dans un sens, dans l'autre, qu'est-ce qui est le plus logique pour toi, qu'est-ce qui te parle plus? Parce que si en plus il faut que tu viennes te faire une masturbation mentale pour partir dans une logique qui n'est pas la tienne, qui n'est pas du tout intuitive et que tu te retournes le cerveau, c'est un peu dommage, tu vas y passer beaucoup d'énergie pour pas Oui, grand-chose au c'est final. fatigant. Ouais, Hum, c'est fatigant. Ok. Parce qu'il faut pas oublier que nous, à Sopreneuse, on n'est pas des grosses équipes et on est plusieurs personnes à la fois. En fait, dans une journée, on fait jamais la même Mm. chose. Et donc, il faut qu'on intègre ça. Et après, bah, on a chacun notre façon de faire. Moi, je sais que j'aime bien butiner. Il y en a qui vont préférer se concentrer. Enfin, après, c'est chacun. C'est ça qui est important de bien se connaître. Enfin, c'est là où c'est important de bien se connaître. Et, Mais c'est ça, de tester des méthodes de travail, la ouais. méthode Et Pomodoro, il y de a pas mal tester. Ouais. de tester, de voir aussi ce qui correspond pas et après de voir. Mais c'est Mm, intéressant vraiment de se mettre d'accord sur des étapes quand tu commences à être deux, trois sur un projet. mm. Et Ok. là, il faut vraiment se poser la question du comment je classifie pour que tout le monde s'y retrouve. Mais quand tu es toute seule, fais comme toi, ça te parle le plus. Carole, je t'ai vu lever la main. Oui, juste un petit constat, parce qu'effectivement, s'organiser quand on est tout seul, c'est une chose, quand on a d'autres, mais quand vous avez des personnes qui arrivent, qui ont une connaissance informatique limitée, un peu moyen, un peu, etc., et que vous êtes organisé tout seul, donc vous essayez quand même de passer la main, parce que c'est, voilà, et que vous faites plein de trucs d'aménagement, puis la personne dit, ah ben non, finalement, je m'en vais. Donc vous reprenez tout seul, etc. En 18 ans, on passe son temps à réaménager ou essayer d'inclure les autres alors que si c'était fait soi-même, finalement, ça irait presque plus vite. En plus, nous, on est une population avec des familles, avec des enfants handicapés ou autres. Donc, on a des 24 heures qui sont des 48 heures, voilà. Mm. Et que, du coup, pour arriver à se retrouver au bon moment, en même temps, etc., on peut pas. Donc, on essaie de faire par en distanciel. On trouve pas les bons logiciels, on n'a pas les bonnes personnes en face. On a un réseau aussi Internet qui est pas top top, on a des mobiles qui passent pas non plus. Enfin, pour arriver à trouver des choses on n'arrête pas de tâtonner, quoi. Et c'est ça qui est pénible. Et je vois là, tout à l'heure, vous marquiez par rapport à Google Keep, c'est pareil. Je me souviens d'avoir de faire plein de trucs pour essayer de passer par Google Keep, puis m'apercevoir, au bout de je sais pas combien d'heures de travail, que finalement, il y avait que ceux qui avaient des comptes Gmail qui pouvaient y accéder. Donc voilà, en fait, quand il y a des outils, mais on sait jamais si ça va être adapté à voilà, à notre cas. Par exemple, Notion, c'est pareil. Je me demande, est-ce que c'est intéressant ou pas? Là, j'ai vu qu'effectivement, si on était une équipe un peu conséquente, voilà, là, ça peut être intéressant. Ça ne l'est pas quand on est tout petit. Mais voilà, c'est des petites choses qu'on n'a pas forcément en première information quand on va se renseigner sur le truc, sur le logiciel, l'application. Donc, on passe beaucoup de temps, beaucoup de temps. Et même avec les cartes d'assopreneur où effectivement on a plein de matériel, ça n'empêche pas qu'il faut les tester, il faut aller Mm. voir que les limites, on les voit pas forcément tout de suite et que voilà, et que Mm. j'ai pas de solution. Mais c'est vrai que moi, en 18 ans d'association, j'ai galéré beaucoup là-dessus. J'ai encore pas trouvé de choses qui vraiment, on revient toujours à Word, c'est vrai, parce que finalement, Alors c'est ça, peut-être, là-dessus, je te rassure, Carole, je pense que c'est toutes les associations la même chose. Tu ne trouveras jamais un outil qui remporte 100% de satisfaction. C'est impossible. Il y aura toujours des gens qui, ah bah moi je suis pas Gmail, je suis Yahoo. Ah bah moi j'ai un Mac et pas un PC. Enfin tu vois, il y a toujours, en fait il y a toujours un truc. Donc ça c'est partout pareil. Donc c'est pas que vous, je te rassure, ou pas, je sais pas. Mais trouver l'outil qui fédère 100% des personnes, ben c'est mission impossible.
On arrive dans une entreprise, Ouais. on a le cadre de l'entreprise, Mm. donc on est obligé de s'adapter. Mais Eh c'est bien, vrai, c'est dans le ça. bénévolat, chacun fait un peu comme il Ouais. veut, a les disponibilités qu'il Mm. peut, et donc c'est cette difficulté à mettre Mm. les temps communs ensemble qui, voilà, Mm. C'est pour qui est difficile à gérer, quoi. C'est pour ça que des fois, d'aller assez finement, du coup, surtout dans le cas que vous présentez, aller finement dans les tâches, dans quels sont le besoin, et dire les Mm. gens, c'est tant de temps, positionnez-vous ou pas, hein, mais s'ils se positionnent, ils s'engagent à le faire, de faire des Mm. choses pour que ce soit le plus simple possible et, j'allais Mm. dire, moins contraignant pour pour eux, et qu'il y ait le moins de conséquences pour vous. Que ce soit facile à reprendre parce qu'il y a de la visibilité, ce genre de choses. Après, Mm. sur les outils, c'est vrai que l'outil parfait existe Mm. absolument pas. Moi, je sais que dans mon association, on a décidé que ça serait Google et que bah, ceux qui n'ont pas d'adresse mail, bah, c'est dommage, hein, mais qu'il y a un moment, en fait, où on n'a pas d'autre solution. Il y a un moment, on prenait les Frama, tout ce qui était Framalis, ce genre de Mm. choses, mais ils ont fermé. Et c'est vrai qu'on en est arrivé à ça parce que se dire, sinon, en fait, on tourne en rond et on n'a pas de solution et on passe notre vie à changer et que Mm. on Moi, je simplifie la reconnais. vie. Ah, pardon. Excuse-moi. Pardon. Mais moi, je rejoins à ce que tu dis. J'étais dans une asso aussi. Pas trop grosse, mais pas toute petite non plus. Et pareil, en fait, on a fait Gmail et on a pris. Et moi, j'ai dû me créer une adresse, en fait, à cette occasion pour pouvoir bah, bosser avec eux, tout Mm. simplement, quoi. Et Mm. Oui, c'est vrai que parce c'est qu'il le parti pris qui a été, voilà, ça a été établi comme ça. y a Google Meet, il y a pas mal de choses, quoi. Ça permettait d'avoir accès, quoi. Ça permet d'avoir accès à tout à moindre frais et que, voilà, c'est le choix qu'il a fait, hein. Après, je comprends que ça puisse être discutable pour d'autres, mais il y a un moment où ouais, il faut faire aussi des arbitrages et c'est pas toujours simple. Donc, mais les outils, oui, c'est un vaste sujet. Mm. Et motivation des bénévoles aussi. Mm. Revaste Ouais. sujet. Management des bénévoles, c'est un sujet. Hum, hum, hum. Alors, il y en a pas mal d'associations maintenant qui prennent pas un process de recrutement, mais avant, voilà, avec une montée en charge finalement des missions qui peuvent être confiées aux bénévoles, il y a tout un process du coup qui Mm. est réfléchi pour justement éviter de passer trop de temps avec bah, au début une petite tâche et puis après on essaie d'autres choses et on voit si les gens ont envie et on interroge aussi les gens sur bah, le temps qu'ils veulent y mettre, en essayant d'être réaliste et de voir petit à petit. Mais c'est des choses qui mettent du temps à construire, à tester et qui demandent déjà à avoir une certaine taille d'association. Et en parlant de bénévolat, justement, moi, en tout cas, les assos qui grossissent un tout petit peu, que je connais, enfin, même pas qui grossissent forcément, elles passent plus du tout par ce système-là. C'est beaucoup de services civiques. Enfin, moi, je vois, c'est tout de suite ce qu'on m'a mis en avant dans ma commune, quoi. C'est pas forcément les bénévoles, c'est passé par des services civiques, voilà, ou je sais pas, il y a peut-être d'autres options. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est compliqué le bénévolat, quoi. C'est pas, En ce moment, c'est c'est pas évident. compliqué. Moi, toutes les associations avec lesquelles je parle, il y a de moins en moins de bénévoles parce que ça demande de plus en plus de temps, de plus en plus Ouais, de c'est ça. techniques, beaucoup de choses, voilà, beaucoup de choses qui passent aujourd'hui par le digital, ce genre de choses. Et de plus en plus de personnes, oui, font des alternants, des services civiques Ouais, ou c'est qui font ça. appel à des freelances. D'accord. Ouais, tout à fait. Moi, c'est ce que j'observe en tout cas dans l'écosystème à côté de chez moi, quoi. Mhm. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rebondir? Oui, bonjour à Oui, tous, coucou c'est Irène. Irène. Oui, moi j'ai une anecdote à partager par rapport à une action qu'on a menée, pour laquelle on s'est préparé. Bon, la première action, elle s'est plus ou moins bien passée, mais pour la seconde action qui consistait à faire un don dans un orphelinat, tout juste parce qu'on n'a pas pris la peine de leur passer un coup de fil pour savoir la disponibilité. Bah, on s'est tous pointés le jour J et malheureusement, tous les enfants étaient en excursion. Donc, on avait mobilisé les médias, tout le monde, et on arrive là, voilà, les enfants sont en excursion. Donc, on a dû tout reporter. Ça, c'était pour rebondir par rapport à la préparation, parce que j'avais tout préparé en amont et l'information que j'avais eue dans l'orphelinat, c'est que les enfants sont toujours là. Donc, pour moi, c'était bon, on pouvait s'y rendre n'importe quel jour. Ben, malheureusement, ce jour-là, les enfants, ils avaient fait une sortie, donc du coup, ben, ça nous a tout fait, tout reporté finalement.
Donc voilà, Mais c'est ça, il n'y a aucune information qu'il faut prendre pour acquise. Il faut tout pour acquis, valider. exactement, 15 jours avant, il faut tout revalider, les prestataires, tout. Parce qu'on a exactement, vite fait d'avoir eu des couacs, des mails qui ne sont pas arrivés, des choses comme ça, ou des petits changements. exactement. Et Ouais, puis, c'est toujours plus rassurant de valider les choses. ouais, tout à fait. Bon, ce que je vous propose pour conclure, peut-être alors soit dans les commentaires, soit à tour de table comme vous voulez, je serais preneuse de savoir quel est le conseil qui vous parle le plus et puis ceux que vous allez tester en priorité. Moi, si tu veux, je peux commencer. Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui m'a interpellée. Donc, c'est prendre le temps de l'étude initiale. Et en fait, ce que je vais tester, c'est que par l'ARS, j'ai eu toute une liste de, de coordinateurs de CLS enfin, avec lesquels je peux prendre contact justement pour me présenter ce que je fais, puisque la santé environnementale est obligatoire dans les CLS en Occitanie en fait. Donc du coup, je vais voir comment je peux euh, ben, euh, prendre contact avec eux pour voir de quoi ils ont besoin en fait sur le territoire. Ce serait ça. Et la deuxième chose que tu m'as dit, faire un petit peu comme je le sens. Tu as raison, y aller au feeling, me dire ok, moi aujourd'hui j'ai envie de faire ça, ça me parle bien, et puis ouais, ça m'amènera peut-être sur autre chose. Oui, puis il y a un moment, tôt ou tard, de toute façon, tu auras ce besoin qui arrivera de vraiment te structurer. Mais au moins, tu auras fait quelque chose, tu auras une autre vision. Et il y a des fois où il faut juste se dire, il faut que je passe à l'action. Oui, il faut Euh, avancer. voilà, plutôt que voilà, mentalement devenir tourner en boucle. Donc, Merci voilà, donc Elodie. merci beaucoup. Merci. Aurélia aussi a partagé dans le chat, donc merci pour ces bons conseils et de bon sens et d'efficacité en gardant toujours le plaisir en maître. Je repars avec la pépite de l'objectif, faire une tarte aux pommes ou apporter un dessert pour une fête. Ouais, ça c'est intéressant de prendre un pas de recul en disant bon finalement, euh, est-ce- quel était l'objectif de revenir à l'objectif? C'est ça que tu as voulu dire Aurélia, hein. Mm. Ouais, ouais, ouais. De sortir du parfait ou de ce qui n'est pas en fait réalisable et de revenir vraiment à ce dont il est prévu, à ce que l'on avait prévu, à ce qui est le plus adéquat pour les bénéficiaires ou pour le projet en fait, et non pas non, s'imposer ce qui n'est pas en fait efficace ou utile. Voilà. Merci Aurélia. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager sa pépite? Qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place en priorité dans ce que nous a partagé? Oui, Carole. Eh bien, merci pour tous ces rappels qui me remettent un petit peu Mm. dans un cadre. C'est vrai on oublie certaines choses, donc certains volets. C'est bien de temps en temps, voilà, de se faire des piqûres de rappel et de reprendre les choses dans le bon ordre. Merci beaucoup. Merci, Carole. Carole. Quelqu'un d'autre veut partager? Laurence, Marion, Irène ou Jeanne? Bon, non, non, ça va. Faut juste avoir le temps de faire ça, quoi. Oui. Mais, bon, c'est vrai que Alors, moi, je suis un peu. Enfin, la structure, j'utilise pas forcément d'une manière aussi structurée, on va dire. Donc bon, voilà, bon, je pars un petit peu dans tous les sens, mais en vrai, il y a quand même une armature qui est là, quoi, tu vois. Mm. Mais c'est bien aussi de s'entendre dire, ben voilà, la gestion de projet, ça marche comme ci, comme ci, comme ça, et il faut y hiérarchiser les priorités
il faut y aller les uns après les autres. Et aussi, très important, la pépite, c'est alors, est-ce que est-ce qu'il faut absolument que ça soit une tarte aux pommes ou est-ce que ça suffit qu'on amène un bon dessert? Mm. Ça, c'est vraiment important aussi Ouais. à bien garder en tête parce que surtout moi qui suis tout le temps enfin en mode un peu perfectionniste, des fois, je me dis bon bah ok, voilà, là c'est concret. Est-ce que c'est forcément une tarte aux pommes et la meilleure tarte aux pommes du monde ou est-ce que c'est juste déjà bien d'être sur Mm. la base du meilleur effort possible, c'est-à-dire d'amener un très bon dessert, quoi. Ça. Voilà, voilà. Mm. Merci. Bonjour, Oui, coucou c'est vous Marion. voyez. Coucou. Moi, je dirais que je suis une personne qui a tendance à me disperser. Du coup, dans la méthodologie du projet, je pensais peut-être trouver quelque chose auquel me raccrocher, mais je pense que ça va être un peu compliqué de suivre toutes ces étapes. Je suis toute seule à travailler sur la création de l'association qui n'est pas créée. Donc c'est vrai que, comme Élodie, je pars un peu dans tous les sens parce qu'il y a tous les chantiers en même temps à mener. Mais bon, je crois que ce qu'a dit Adeline de se fier aussi à son intuition, là où on a de l'énergie, parce qu'il y a aussi tout le volet des compétences. En fait, on n'a pas forcément toutes les compétences pour mener à bien tous les chantiers. Donc ça demande de se former, ou ça demande de mettre un budget pour payer quelqu'un, etc. Donc bon, voilà, avancer à petits pas, je crois que c'est une des pépites aussi qu'il y a, être flexible. Voilà, je m'interroge aussi sur les indicateurs de réussite. J'ai trouvé ça intéressant, mais je sais pas trop. Bon, on verra peut-être ça plus tard. Et moi, ce qui me fait peine aussi, mais c'est comment quantifier les temps dans les calendriers, tu vois, ou évaluer le nombre les quantités et le temps. Je trouve ça difficile à évaluer. Tu vois. Les auto-rendez-vous, c'est Ouais, une bonne astuce. Si tu veux compléter, peut-être Adeline. c'est C'est vrai quoi ça? il y a plusieurs choses. Moi aussi, au début, de toute façon, c'est toujours compliqué pour savoir le temps que tu vas mettre sur une tâche. Tu peux le faire au doigt mouillé. Moi, je trouve que des fois, l'IA, ChatGPT, est pas mal pour te donner le temps. Sinon, tu le mets, en fait, tu mets des plages dans un calendrier, tu sais, calendrier en ligne, calendrier numérique type Google, et tu dis, bah là, j'ai travaillé tant d'heures là-dessus, et tu te mets des plages. Moi, il y a des fois sur certains trucs où je me dis, bah là, je vais le faire. J'ai des auto-rendez-vous avec moi-même sur lesquels je sais que pendant 2 heures, je vais travailler sur ma plaquette. Et je le note et je me rends compte s'il faut plus, s'il faut moins. Et après, tu vois, quand tu as des tâches similaires, tu vas rechercher dans ton agenda combien de temps tu as mis. Mais parce qu'au début, mettre des durées pour des tâches, tu le fais forcément au doigt mouillé. Alors, il y a souvent, tu te trompes, mais il y a des choses petit à petit, en fait, t'apprendre, te dire, bah, la première fois, tu t'es dit, tiens, je vais mettre 1 heure, parce que souvent, tu te trompes dans le mauvais sens. Tu dis, je vais mettre 1 heure, tu as mis 3 heures. Voilà. Et petit à petit, tu arrives à avoir des choses, de dire, bah oui, je sais que je suis à environ 1 heure et demie, et ça s'affine. Ça s'apprend, en fait. Il y a beaucoup de choses, c'est au fur et à mesure qu'on gagne du temps. Mais je trouve ça intéressant aussi de se mettre des auto-rendez-vous, des plages, ou s'il y a des choses récurrentes, de les mettre voilà, régulièrement. Moi, je sais que pour mon association, je me suis j'ai un rendez-vous avec moi-même pour travailler le post sur Facebook et un rendez-vous avec moi-même pour le poster, en fait. J'ai des rappels comme ça où je les ai mis, ça revient toutes les semaines. Et ça permet aussi de se créer des routines. Je sais que ben, le lundi matin, moi, je commence par travailler tous mes posts réseaux sociaux. C'est ma petite routine. Et j'ai des temps comme ça dans la semaine. Ça ne veut pas dire que c'est hyper rigide et que je mettrai rien d'autre à la place. Mais je sais que si je l'ai, ben, si j'ai quelque chose à la place, je vais devoir déplacer. Et petit à petit, ça rentre en fait dans mon quotidien, dans ma façon de faire et ça s'intègre et ça m'aide à structurer mon mode de fonctionnement. Merci, ça marche. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident, mais moi je démarre à peine, hein, je viens de rentrer d'un sopreneur, donc j'ai pas mal travaillé par moi-même en amont, mais j'ai pas encore regardé les outils que met à disposition un sopreneur.
pour le carnet de route et balisage un petit peu, je pense que ça va être utile. Parce que quand on est tout seul, c'est... Oui, parce que tu vois, tu parlais des indicateurs de réussite. Les indicateurs de réussite, tu les fixes pas sur ton association, tu les fixes sur les projets qu'on met en place ton association. Donc voilà, il y a des choses qui, je pense, vont venir aussi petit à petit après, quand aussi on va te les demander et qui vont se structurer pas à pas. C'est vrai que là, je vous présente toute la méthodologie en une fois, ça peut paraître hyper compact. Et puis d'un truc hyper waouh. Mais en fait, vous allez selon les besoins et au fur et à mesure que vous allez vous structurer ou avancer, ça va se mettre en place pas à pas. C'est des choses dont il faut s'approprier. Quand on est tout seul, il y a peut-être moins de besoins quand on commence à être à 2 ou à 3. Et puis, petit à petit, il y a le cas et ça se fait au fur et à mesure. Ok, merci. Une question sur les outils, en fait, je verrai ça avec Chloé en coworking, mais quand on est seul, en fait, est-ce que la question se pose vraiment ou on travaille vraiment au feeling Alors, parce que Google Sheets, je sais même pas ce que c'est, tu vois. c'est la page Excel que tu trouves dans le Drive de Google. Okay. Je pense que, alors après Chloé, tu me diras si tu es d'accord, je pense qu'il y a deux choses. Il y a fais quoi tu es à l'aise aujourd'hui et tu vas pas te demander le temps. Mais aussi te dire si ton objectif c'est de plus être tout seul, comment facilement tu peux intégrer une nouvelle personne. Il faut que tu aies à la fois un bon mix entre toi, tu es à l'aise, c'est simple, et en même temps te dire le jour où tu intègres une autre personne, c'est pas une usine à gaz parce qu'attends, il faut tout repenser parce que tu l'avais pas. Et c'est là où Google est pas mal parce que assez facilement, surtout pour les associations, il me semble que c'est gratuit. Tu peux avoir des adresses d'associations, tu vois, avoir une adresse de contact, une adresse Marion, voilà. Une Ils adresse, reviennent dessus hein, là sur l'offre. C'est en c'est plus si évident la ouais, gratuité pour les quoi, assos. Comme voilà, Microsoft, pareil, ça disparaît. Ouais. ouais, il y a deux, trois solutions. Voilà, se poser quand même la question de se dire, moi, je suis le plus à l'aise, je fonctionne comme ça, mais le jour où j'intègre quelqu'un, comment j'ai pas à tout repenser mon système? Parce que c'est ça aussi. Une fois qu'on a pris des habitudes sur un système, c'est toujours très compliqué de se dire, attends, on va changer d'échelle ou on va changer et ça de se dire, bah, dès le début, j'ai un système qui fonctionne. Si on arrive jusqu'à être, allez, je dirais 3, 4, ça me semble pas mal. Et après, du coup, bah, on re-questionnera tout pour voir ce qu'on peut faire. Ok. Est-ce que tu veux dire que dans tous les cas, il faut, parce que moi je suis pas du tout habituée à ça, puisque mon dernière profession, je suis interprète freelance, donc je travaille seule. Est-ce que ça veut dire qu'il faut obligatoirement penser, de toute façon, même si on est seul au départ, penser à mettre en place et à se familiariser avec des outils collaboratifs? Je pense que ça peut être pas mal. Après, tu as des outils pas forcément, tu vois, alors il y a des outils purement collaboratifs. Je pense que déjà, si tu prends l'habitude, toi toute seule, de formaliser les choses, de garder une trace qui soit facile à transmettre à une personne qui arriverait sur le projet. Tu vois, des words qui racontent, des choses qui sont un peu formalisées, des choses un peu, je sais pas, sur les valeurs de l'association, sur voilà, des choses qui sont un peu formalisées, que tu puisses transmettre facilement. C'est déjà bien. Parce que les outils collaboratifs, alors déjà, je trouve qu'il y en a énormément et en plus, ça évolue très, très vite. Là, je voyais, il y a encore 6 mois, on parlait beaucoup de Notion. Maintenant, tu as d'autres outils qui sont déjà arrivés. Donc, d'ici là, ça a le temps de changer. Mais toi, tu vois déjà avoir une arborescence, tu vois, avec juste des dossiers sur ton ordinateur, des choses qui soient faciles à transférer et des choses où t'es pas à dire, attends, on va passer une journée ensemble parce que j'ai tellement de choses à te dire. Mais voilà, des choses qui soient formalisées, que tu puisses facilement transmettre ou que tu aies déjà pensé à des petites procédures. Bah, là, comment je fais? Bah, tiens, le compte Canva, je l'ai pas mis avec de l'association, je l'ai mis avec une adresse générique de l'association, donc je peux le transmettre à quelqu'un. Voilà, des petites choses comme ça qui font que ça va faciliter l'intégration de quelqu'un sans forcément dire j'ai des choses participatives. Ok, ça va. J'ai déjà écrit des choses sur l'asso. Oui, ça peut être un Word. Un Un Word, document. ça s'envoie par mail et puis voilà. Ouais, c'est ça. Des fois, il faut faire voilà simple, mais juste dire attends, il faut que je puisse transmettre quelqu'un, il faut pas que ça n'existe que dans ma tête. Okay. Ce qui est Non, beaucoup je le pensais risque plus. quand tu es tout seul. Quoi. Oui, je pensais plus, par exemple, si je travaille sur la com toute seule, actuellement, je suis pas une spécialiste, donc à un moment donné, je vais arriver à une limite. Je vais devoir, par exemple, trouver quelqu'un qui m'aide pour un site web, par exemple. Et je dis,
tout ce que j'ai pensé, etc., avec mes notes au brouillon sur mon carnet, au crayon papier, machin, il faudrait que ça, je l'aie plus formalisé pour pouvoir le transmettre, c'est ça? Exactement. Ouais. Après, s'il y a des compétences qui te manquent, tu peux aussi aller voir, il y a certains freelances, je pense à Social Déclic, qui sont des freelances, c'est une plateforme qui regroupe des freelances qui acceptent des fois de faire du pro bono. Tu peux C'est quoi? C'est quoi? Social Déclic. C'est Tu une peux l'écrire? entreprise. En fait, c'est un réseau d'entrepreneurs qui veulent, entrepreneurs for good, tu vois, qui veulent être sur des projets à impact. Et donc, tu en as certains qui sont prêts à faire du mécénat de compétences pour des entreprises, pour des associations. Tu peux te rapprocher d'écoles de communication. Certains cherchent des projets sur lesquels travailler. Mais voilà, tant que tu ne demandes pas, tu vois, que tu veux un site internet tout simple, quoi, ils ne vont pas te faire une mission à 10 000 euros, mais des choses tout simples. Moi, je sais que pour une association, j'avais récupéré comme ça un logo et une charte graphique. Tu vois, ça peut permettre de simplifier. Il ne faut pas hésiter parce qu'au pire, les gens te disent non, en fait. Mais il y en a pas mal qui peuvent être touchés par la démarche, peu concernés, ou ça peut faire une jolie carte de visite aussi. Donc, il ne faut pas hésiter. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres retours, d'autres personnes ou d'autres questions ou d'autres réactions C'est bon pour tout. Si, une dernière question. Oui. Est-ce que l'IA peut nous aider sur un de ces plans? Oui. Alors, l'IA est très bonne en gestion de projet. Il ne faut pas oublier quelque chose, que l'IA va être par contre très logique. On prend souvent des décisions de manière très émotionnelle, ce qui n'est pas le cas de l'IA. Elle peut vous aider à partir du moment où vous êtes très clair sur ce que vous voulez, ce que vous lui demandez. Moi, l'IA, je sais qu'elle arrive assez bien à me formuler des objectifs, elle arrive assez bien à me proposer des évaluations. Les calendriers prévisionnels, elle me donne une durée des tâches qui peuvent être intéressantes, mais voilà, à revalider derrière, il faut bien relire derrière. Mais ça peut vraiment être un plus. Ça peut vous faire une première version à adapter en fonction de votre contexte et en fonction de comment vous fonctionnez. C'est pas mal. Après, il faut être assez bon dans les prompts. Moi, j'ai ChatGPT. L'autre jour, je lui ai demandé un rétro-planning. Ma date limite, c'était le 14 novembre. Je lui ai dit, bah, en tenant compte de ça, de ça, de ça, fais-moi le rétro-planning à partir de quand ça doit commencer. Et en fait, il était complètement perdu parce qu'effectivement, j'aurais dû commencer avant la date du jour où je lui ai demandé. Donc en fait, il a répondu complètement à côté de la plaque en me disant, oui, alors voilà, tu fais ça, ça, ça. Il y a le 27 novembre et après, il y a le 14 novembre. Alors, je dis, bah non, ça va pas. Le 27, c'est pas avant le 14 novembre, c'est après. Ah oui, c'est vrai. Et alors, là, il a complètement. Donc, donc, faut ChatGPT, bien anticiper parce que si effectivement le rétroplanning tombe avant le jour où vous demandez, donc vous êtes déjà en retard, bah là, ça va le perturber, hein. ouais, alors moi, je le fais plutôt par étapes parce que Mm, justement, ChatGPT, une fois qu'il a brillé, tu le mm, récupères plus. mm, Par exemple, quand tu dis, voilà ce que je veux faire, est-ce que tu peux me proposer toutes les étapes et toutes les tâches qu'il faudrait mm. réaliser? Il te donne Oui, les tâches. mais c'est ce que j'ai fait. Je lui ai demandé les tâches avec les délais entre chaque truc. Il m'a dit ça, ça, ça. Je dis, bah maintenant, fais-moi le rétroplanning. Et là, Ouais, quand tu vois que tu es dans les choux, mais ouais, justement, ça t'avance un maximum et oui, après, tu le vois. Tu ouais. vois, mais bien lui demander, voilà, quelles sont les tâches pour lui, quelles sont toutes les Mm, tâches. Il te les liste. Alors, il y a des trucs où il s'emballe, tu choisis ce que mm, tu veux, t'en rajoutes. Tu lui dis, ben voilà tout ce que j'ai retenu. Quelle est la durée selon toi pour chaque tâche? Attention, il va donner la durée, il va pas donner les délais. mm. Parce que ça, il faut bien en Oui. tenir compte. Et surtout, ChatGPT ne tiendra jamais compte de ce qu'on appelle les vacances scolaires, les temps où vous êtes en congé, ce genre de choses. Donc, il faut bien aussi le rajouter. Et après, en fait, il suffit de monter son calendrier prévisionnel. Donc, ça là-dessus, ouais, mais il faut bien décortiquer. Si vous voulez, voilà, tel projet, tu peux me faire toute la planification, tout ça, il va pas être bon. Mm, Mais étape par étape, il peut être pas mal. Et c'est ouais. vrai que moi, je m'en sers, ouais, pour faire des calendriers prévisionnels.
vraiment, il est assez fin pour donner toutes les tâches, même des choses, moi, des fois, auxquelles j'avais pas pensé. Et dans les durées, il est plutôt pas mauvais. Ok. J'ai jamais testé, tiens, sur les durées. Mais je Ouais. sais que par exemple sur les événements, tu peux lui dire, enfin, par exemple, j'avais testé pour J'adore mon asso, je dis voilà l'événement, l'objectif, nanana, et fais-moi la liste avec un rétro-planning de tout ce que je dois penser pour organiser mon événement. Et c'était pas mauvais, hein, franchement. C'est pas mal. Moi, je lui ai demandé de me faire un dossier de financement en se positionnant comme un fundraiser. Et il est pas mal, hein. Mm. Alors, il y a des trucs à retravailler, il y a des choses à chaque fois. Voilà, il y a plein de prompts, hein. Quand on cherche, on trouve pas mal de prompts. Mm. Mais quand on trouve le bon prompt, qu'on l'adapte, il est pas mal. Et puis, faut l'entraîner. Moi, je sais que, alors, j'ai un abonnement payant, mais j'ai Mm. des canaux. Par exemple, j'ai un canal sur lequel je fais n'importe quoi, les posts LinkedIn. Tous les posts LinkedIn, je les fais toujours sur la même conversation, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça l'entraîne. Ah oui, ouais. Nous, on a version gratuite, nous. Je sais pas du coup Eh ce qu'est ben, la la version différence. gratuite, tu as des données qui remontent à il y a 2 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Ce qui fait que moi, j'en avais besoin pour le travail. Ça permet qu'il peut me chercher en fait des études qui ont eu lieu là, ce qui Et est un si je peu peux me plus permettre simple. une précision que j'ai Ouais, appris des il n'y a trucs pas plus récents, longtemps, ouais. la Mm. version gratuite, en fin de compte, vous autorisez à ce qu'il vous embarque les données. Que dans la version Mm. payante, vous C'est privé? limitez. Ouais. Ouais. Mais enfin, Après, quand vous avez une baisse de morale, vous demandez à ChatGPT, il trouve toujours que vous avez une bonne question. Ça fait du quand je bien. l'engueule, même quand je l'engueule, Miroir, il dit, miroir, qui tu est as la plus tout à belle? fait raison. Tu as tout à fait raison. J'ai fait n'importe quoi. Mais oui, oui, je pense que c'est des outils aujourd'hui qui permettent de gagner du temps et il faut pas s'en priver. Par Mm. contre, il faut savoir comment les utiliser et au maximum, il faut que vous ayez un peu, j'allais dire, d'esprit critique et une idée de ce qui va Oui, sortir derrière parce que des ouais. fois, ils se tapent un peu des délires. Oui, oui, il faut pas être. Il est pas bon sur les jours, il est pas bon. Voilà, il y a des trucs où souvent il y a des petites coquilles et il y a des choses, des fois, ils s'emballent, tout est merveilleux, tout est génial et vous avez sauvé le monde. Ça, faut éviter. Mm. Tout à fait. Ah, se former sur. Il y a énormément de ressources pour se former sur l'IA. Ça devient le gros truc à la mode et Ouais. on en trouve pas mal. Les gens sur Tout le monde LinkedIn, fait les des gens. webinaires gratos maintenant pour te Ouais, vendre des trucs derrière, mais avec le gratos, tu peux déjà choper pas mal d'infos. Ouais. sur LinkedIn, il y en a beaucoup des spécialistes IA qui proposent des prompts, qui mettent à disposition des prompts, hein. Mm. Est-ce que vous Oui, auriez des recommandations d'une petite faut que je formation retrouve. efficace? Je pense que je l'avais mis dans ma boîte à outils Ok. digitale. Après, il y a ChatGPT. Je sais aussi qu'il y a Mistral qui est très bien. Et Mistral, comme c'est français, ça répond au droit français, au RGPD. Ah, ok. Des fois, il y en a certains qui peuvent être voilà, plus Mm. intéressants à utiliser que d'autres. Surtout que la ChatGPT essaye de passer son modèle en Mm. profit, alors qu'aujourd'hui, il était non-profit. Ouais. C'est vrai que moi, ça fait plus d'1 an que je suis sur ChatGPT. Je l'ai quand même pas mal entraîné. Donc, je me dis recommencer à zéro sur Mistral, ça m'embête un peu. Mais je pense que ça peut être intéressant aujourd'hui de tester sur Mistral, surtout qu'apparemment, il y a pas mal de choses où il est meilleur que ChatGPT. Ok. Il y a aussi Perplexity si vous voulez faire des recherches. Voilà, il y a pas mal d'IA et ça vaut le coup en fait de se pencher dessus parce que c'est un vrai gain de temps. Je te mets la carte dans le chat sur ChatGPT. J'ai rajouté dans la carte, mais globalement, hein, c'est la colonne 36 de la boîte à outils, les outils digitaux, où on a listé un peu toutes les IA. Et je n'avais pas Mistral, donc je vais mettre à jour. Merci, Adeline. Et il est 16h01, donc ça va être le mot de la Merci. fin. J'ai aussi entendu parler de Gemini. Moi, C'est Gemini, c'est celui de Google. Google. L'IA de Google, ouais. Il y a C'est ça. Copilot, c'est Microsoft et. Non, et Microsoft, c'est Copilot. Et Copilot, en fait, c'est OpenAI derrière, donc c'est ChatGPT. Ouais. Mm. En gros, en ce moment, tu as Gemini qui est avec Google, tu as les grands, tu as ChatGPT qui est OpenAI, et derrière, tu as Mistral, il me semble qu'il y a Claude aussi, tu as Perplexity, mais en fait, les Ouais. plus gros, c'est ChatGPT, Gemini et Mistral, ceux dont on entend le plus parler. Et du coup, ils sont équivalents à ton avis? Tu sais pas en fait si tu les as pas utilisés les trois. Alors moi, j'ai utilisé Gemini. Il me semble que ChatGPT, il est généraliste parce que tu as des IA spécialistes, tu as des IA généralistes. ChatGPT est généraliste et plutôt bonne dans tout ce qui est rédaction. Mistral sur le fond est un peu meilleur.
Et Gemini, ça a l'air d'être un généraliste qui tient à peu près la route, mais qui est vraiment, voilà, Google. Et Perplexity donne les références, par contre. Mm. Ouais, mais Oui. ChatGPT, tu peux lui demander de donner ses références. Moi, je lui ai demandé une fois où il m'avait inventé des trucs pas possibles. Je lui ai dit que maintenant, dorénavant, je voulais qu'à chaque fois qu'il me citait une Ouais. étude ou quelque chose, je voulais qu'il me donne les références. Tu peux, quand tu vas dans paramètres, tu peux lui donner des choses où tu l'obliges, tu lui dis exactement ce que tu veux pour pas avoir à le donner à chaque fois. Moi, je trouve qu'il est intéressant quand même d'aller faire une formation sur l'IA parce que c'est vrai que moi, je l'ai fait là il y a peu et j'ai appris plein de choses que j'aurais dû savoir avant de commencer l'IA. Et je trouve il faut absolument passer par là. Et juste pour information, ce que j'ai fait, moi, j'ai posé la même question aux quatre principaux là, Mm. pour voir les réponses et voir ce qui m'intéressait le plus, quoi, au niveau du type de réponse. Ah, c'est Et pas il y a bête ça. notre LM Book aussi qui est pas mal sur Google. Mm. Je lui ai donné mes comptes rendus d'AG là sur 18 ans. Il m'a fait une conversation entre deux personnes qui racontaient mon association. Bon, il y avait quelques défauts, mais vraiment, c'est bluffant. Ah ouais, pour faire une espèce de bilan des 18 ans. Super. Non, mais c'est pas mal, ouais. Voilà, il faut tester, il faut s'approprier, il faut voir, mais aujourd'hui, ça devient incontournable. Mm. Mm. Carole, t'as fait quoi comme formation qui t'a C'était paru une bien? formation proposée par le département, nous. Mais c'est vrai qu'il y en a des Mm. accessibles un peu surtout, un peu Bah, partout. dans la carte que j'ai mis, hein, il y en a, hein, il y en a, donc tu iras voir. C'est le Eventbrite. C'est un gars que j'avais trouvé par hasard. J'avais bien aimé les quelques webinaires que j'ai faits. Après, il y en a peut-être d'autres, mais il faudrait regarder aussi du côté des folies web. Je vais aller voir, il doit y avoir des choses aussi. Mais bon, ça sera l'objet d'un prochain collectif expert. Oui, il y a la CCI aussi, moi, qui faisait des journées autour de l'IA, des choses comme ça, hein. Il y a sûrement des événements locaux. Ouais. Donc, Eh bien, top. Bah, merci beaucoup, Adeline. et ben de rien. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin pour les assopreneuses et assopreneurs? Je pense que le plus important, c'est de passer à l'action. Il Petit. y a un moment, c'est jamais parfait, Ouais, c'est jamais, mais il faut commencer par un petit pas et y aller parce que sinon, on tourne en rond, hein. super. Merci beaucoup, Adeline. Merci pour ta participation. Tu peux couper l'enregistrement et merci à toutes